L'homme sans peur, ce sera pour demain, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont déjà un peu sans peur ou même beaucoup sans peur. Bon, il y a une chose évidemment assez intéressante, c'est que l'homme ancien a déjà peur de vivre un temps où il n'aura plus peur. Qui parlent de l'apocalypse ou Non, l'avant il a plutôt. simplement peur d'envisager la possibilité qu'un jour l'homme n'ait plus peur. Mais c'est une mécanicité normale disons, à l'ignorance de l'homme ancien pour la simple raison que celui-ci est toujours convaincu que la peur est égale et ou synonyme de la prudence. Ou de la vie, sans Un vie peu. parce qu'il a peur. Alors, le fait que l'être humain, sans peur, l'homme ancien, sans peur, s'illusionne, s'imagine qu'il ne sera plus prudent, parce que s'il n'a pas peur d'essayer la drogue, il va se droguer. S'il n'a pas peur de travailler avec une hache nu-pied, il va travailler avec une hache nu-pied et risque de sectionner un pied. S'il n'a pas peur de grimper dans des arbres ou de faire n'importe quel genre de folie, alors évidemment, il s'imagine qu'il va les faire. C'est un fait que si l'homme stupide devient sans peur, il ne vivra pas longtemps. Maintenant, l'homme sans peur, ce n'est pas l'homme inintelligent, ce n'est pas l'homme stupide, ce n'est pas l'homme ignorant. Celui qui est ignorant ne peut pas comprendre les mécanismes de la peur, donc automatiquement reste assujetti à la mécanicité de la peur, donc il a peur. Et parce qu'il a peur, il devient prudent pour la simple raison qu'il fuit certaines conditions expérientielles, non pas parce qu'il en voit l'absurdité, mais parce qu'il en a peur. L'enfant de 2 ans ou de 3 ans ne traversera pas la rue s'il a peur de la fessée de ses parents, mais il ne comprendra pas l'intelligence, mais il ne traversera pas. Tandis que si l'enfant finit par comprendre l'intelligence de faire attention en traversant les rues, il n'aura plus peur. Et il ne se fera pas tuer pour autant, parce qu'il aura appris. Alors, la prudence, c'est quelque chose qui, comme tel, peut avoir deux connotations. Une connotation d'ignorance, celui qui est prudent en ce sens qu'il est empêché d'agir parce que la peur le tenaille. Il appelle ça de la prudence, mais en réalité, c'est parce que la peur l'empêche de devenir imprudent. Il élimine la peur, automatiquement, il devient imprudent, il fonce. Et il y a une deuxième forme, disons, de prudence, qui est une prudence analytique, une prudence intelligente, une prudence conséquentielle. La prudence qui fait simplement que lorsque tu ignores une chose, tu y vas de façon à permettre à tes phénomènes de conscience de pouvoir connaître la chose, de pouvoir savoir la chose avant qu'un événement, disons, regrettable ou inopportun vienne briser ton évolution. De la manière que tu en parles, finalement, c'est de loin. Et ce que certaines personnes pensent, c'est que l'homme sans peur sera ni plus ni moins comme un robot. Oui, l'homme sans peur sera un imbécile, mais l'homme sans peur, l'homme ancien sans peur devient un imbécile, mais on n'a pas tellement vu d'hommes anciens sans peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts. Bon. Parce qu'un homme ancien qui n'a pas peur ne vit pas longtemps, il fait un paquet de folie. Celui qui conduit une automobile à des vitesses folles sur les autoroutes, même l'hiver, comme j'en ai vu à un moment donné qui se promenait en bicycle en plein milieu de l'hiver sur la glace, ben 10 vitesses. Alors, il avait ses mitaines, il avait sa tuque, donc il savait que c'était l'hiver. Et puis, il se promenait en bicycle. Quand je l'ai rencontré, il était en dessous d'un auto. D'ailleurs, il avait voulu arrêter et puis ça a glissé, n'est-ce pas? C'est bon. Et il s'est ramassé en tout du char. Bon. Et puis, c'est pas trop pire. Il se promène peut-être plus en bicycle. Il va dire maintenant, je suis prudent. Il n'est pas prudent. Il est tenaillé par la peur. Il veut plus se ramasser sur les autos. Mais il n'est pas intelligent. Il a de l'expérience. Mais l'expérience, on l'a vu la semaine dernière, ne rend pas l'homme intelligent. L'expérience rend l'homme soit plus ou moins efficace, soit plus ou moins inefficace, selon ce que l'expérience va bloquer l'humain dans une expérience nouvelle, ou bien si l'expérience va lui permettre d'apparemment, disons, transiger avec la réalité pour avoir un peu plus de résultats que sans son expérience. Mais l'expérience n'amène pas l'évolution et l'expérience n'amène pas non plus le courage. D'ailleurs, l'homme nouveau n'est pas un être courageux. L'homme nouveau n'est pas courageux, absolument pas. Il ne connaît pas la peur, donc il ne peut pas être courageux. Lorsque l'homme ancien essaie de vénérer le courage, c'est simplement qu'il essaie de vénérer un problème. Alors, ayez tous peur et contrôlez votre peur, donc devenez courageux. Parce que souvent, quand j'étais jeune, je lisais certains romans d'aventure où on disait justement que, oh, il n'a pas peur, lui, il ne peut pas être courageux. Il n'y a aucun mérite. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir le mérite d'être courageux? Qui va se nourrir de notre mérite? Quand on va être mort, on va avoir eu plein de mérite, on va être mort pareil. Alors, effectivement, le courage, c'est simplement l'apothéose de la lutte de la guerre dans l'ego, de cette peur qui empêche l'homme de bouger, face au mental qui voit l'intelligence de te grouiller le derrière. Et si le mental arrive à lutter suffisamment contre ton ego émotif, ben alors tu réussiras à avancer malgré que tu as peur. On appelle ça du courage. C'est mauditement mieux d'avancer sans avoir peur. C'est un peu comme si tu avais une auto.
Tu as une auto qui essaie d'avancer, mais il y a un tracteur en arrière qui la retient. Alors, l'auto a du mérite si elle réussit à bouger malgré le tracteur. C'est beau, notre mot tactiquement plus brillant si elle déconne, elle se détache du tracteur puis elle s'en va. Elle n'a peut-être plus de mérite, mais elle reste plus là à faire des traces de pneus sur l'asphalte. Alors, l'être humain vénère le courage parce que l'être humain accepte comme étant intégral à lui la peur. Il est convaincu qu'il ne peut pas se passer de la peur, qu'il ne peut pas vivre sans la peur. Mais est-ce que ce phénomène de la peur n'est pas un peu dans la partie même de l'homme ancien ou de l'homme même Bon, transitif? le problème, c'est que l'homme ancien est convaincu qu'il ne peut pas se débarrasser de la peur. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'il a raison. L'homme ancien ne peut pas vivre sans la peur parce que la peur est inhérente à la constitution égoïque ou amique de l'homme ancien. Par contre, l'homme ancien ne reste pas un homme ancien toute la vie évolutive de notre humanité. Alors, lentement, il a une mutation, il a une amélioration évolutive ou une évolution améliorative qui lui permet de devenir autre chose que l'homme ancien. Et dans cette autre chose, la peur n'existe pas. Et lorsque l'être humain finit par ne plus être écrasé par ce qui le lui permet de naître, lorsque l'homme nouveau n'est plus écrasé par l'homme ancien qui l'a fait naître, alors évidemment, il ne reste plus de traces dans l'homme nouveau de l'homme ancien, donc il n'y a pas de peur. Lorsque je dis demain l'homme sans peur, je parle de beaucoup d'enfants qui naissent effectivement ou qui déjà ont disons, 10 ans descendants et plus quelques exceptions évidemment parmi les adolescents et les adultes. Parce qu'il y a des exceptions, mais il y en a même qui se disent âgés. Enfin non, les hommes transitifs avancés ne se disent plus âgés. Ils ont 60 ans peut-être, ils ont 70 ans peut-être, mais ce ne sont pas des personnes âgées. Bon. Agiles peut-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, elle est inhérente à l'humain. L'humain a peur d'une panoplie de choses. L'humain a peur, j'en parlais hier un peu à la radio, l'humain a peur de ne pas être aimé. L'humain a peur de ne pas pouvoir aimer. L'humain a peur de ne pas être compris. L'humain a peur de ne pas être accepté. L'humain a peur de l'apocalypse. Alors, même si on se le cache, on a peur de l'apocalypse. On est toujours braqué sur ce qui se passe au niveau international. C'est pas pour rien. Et puis, si on regarde le nombre de livres sur l'apocalypse ou sur les prophéties qui se vendent, bien évidemment, l'humain a une angoisse de cet apocalypse. Juste le fait que l'humain ne veut plus investir pour l'avenir, c'est que justement, il ne croit pas à l'avenir. Lorsqu'on ne croit pas à l'avenir, c'est qu'on a une angoisse de l'apocalypse. Elle peut être consciente. Elle peut avoir été conscientisée et après ça oubliée parce que l'être humain se dit qu'on ne doit pas avoir peur de l'apocalypse. Soit parce qu'on sera un élu, soit parce que ça n'arrivera pas. Apocalypse ou non, une chose certaine, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que la planète Terre est entre les mains de l'homme ancien. Alors, veut pas, il y a des choses qui vont se passer. C'est mathématiquement calculable. Il n'y a pas une arme qui a été bâtie par l'homme ancien qui un jour n'a pas servi. Il n'y en a pas une. Et qu'on ne parle pas de la bombe nucléaire d'Hiroshima ou de Nagasaki. Oui. Les petites bombes, maintenant que les fusées Titan peuvent porter, sont 10 à 100 fois plus puissantes que ceux-là, que celle qui est tombée à Hiroshima ou à Nagasaki. Puis là, on vit encore dans un monde de terreur, finalement, parce que c'est l'équilibre de la peur que l'on appelle. On donne des spectacles de feux d'artifice à la ronde. L'humain adore les feux d'artifice. Il n'y a rien de mieux qu'une guerre nucléaire pour avoir un beau feu d'artifice. C'est tout un feu, oui. On risque même d'y passer au feu. La peur, elle vient de où? Ça serait une chose intéressante d'essayer de comprendre. L'idée, c'est que apprendre une chose n'est pas à la comprendre. Et on peut comprendre une chose sans être capable d'en parler. Et on a compris parfaitement une chose que lorsqu'on est capable d'en parler. Même si quelqu'un dit « Oui, mais moi, je n'ai pas la facilité de parole », tu es capable de le dire, ça? Bon, mais c'est parce que tu le comprends, ça. Hein? Bon, quand tu vas comprendre le phénomène de la peur, tu vas aussi être capable d'en parler, que tu aies la facilité de parole ou non. Pour la simple raison que celui qui comprend une mécanicité, celui qui comprend quelque chose totalement, peut en parler. Pas d'une façon éloquente, ça n'a rien à voir. Il est capable d'en parler. Lorsqu'on rencontre un être humain et qui se dit « Moi, je n'ai peur de rien », alors on peut lui demander « Pourquoi le dis-tu? As-tu peur qu'on ne le sache pas? » C'est un fait. Non, c'était... Bon, ben, c'est ça. S'il ne peut pas expliquer pourquoi il le dit, c'est parce qu'effectivement, il ne comprend pas la mécanicité de la peur. Le problème dans l'évolution de l'homme, c'est qu'il commence toujours par un palier extrêmement brut de problème. Celui qui a peur d'un chien, bon, c'est un phénomène brut. Celui qui tremble tous les soirs de s'endormir de peur de ne pas se réveiller ou de se réveiller mort. C'est un problème. Bon, lui, il a une peur brute. Mais à un moment donné, l'humain évolue, il s'améliore.
Or, il finit par bien dormir. Enfin, il dort peut-être mal, mais il n'a plus peur. Il finit par être capable de prendre le métro sans avoir peur. Il finit par regarder les avions sans avoir peur qu'un moteur leur tombe dessus. Il finit par apparemment vivre convenablement et là, il peut dire « je n'ai pas peur ». Est-ce que l'humain a peur? Et si je pose la question « est-ce que vous avez peur ?» la majorité vont répondre non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condition à avoir peur. Autrement dit, est-ce que la peur qui vous habite est exprimée? Là, l'humain répond non. Mais ça ne veut pas dire que l'humain n'a pas peur. Toi, avant d'avoir une petite fille, avais-tu peur de perdre tes enfants? Non. Mais est-ce que ça voulait dire que cette peur n'existait pas potentiellement chez toi? Non plus. Maintenant que tu as une fille, tu n'as toujours pas peur, c'est qu'effectivement, la peur n'existait pas. Lorsque l'humain se dit « oui, moi, j'ai pas peur de l'apocalypse », alors on le prend par le fond de culotte et puis on le met dans un endroit où il y a une petite guerre. Puis là, l'humain, il remplit le fond de culotte. Alors, si on le remet ici, il va dire « c'est pas pareil ». C'est jamais pareil. L'humain est convaincu qu'il n'a pas peur jusqu'au jour où il a peur. Et le problème, c'est que lorsqu'on a peur, ce n'est pas le temps d'élaborer philosophiquement ou psychologiquement sur la peur. Il faut le faire avant. Ce n'est pas en temps de guerre qu'on doit penser à la paix. C'est avant. Lorsque un mauvais herbe sort de la terre, il est facile à éliminer. Lorsque le mauvais herbe s'appelle forêt ou champ, ça prend pas mal plus d'énergie et ça coûte beaucoup plus cher. Lorsqu'un problème est tout petit et pas encore exprimé convenablement, lorsqu'il n'a pas de puissance, facile à résoudre. Et lorsque le problème est totalement dominant, il cherche la solution. Celui qui, à un moment donné, pense au suicide, c'est assez compliqué d'aller lui expliquer que le suicide n'est pas une solution. Il est convaincu que c'en est une, il pense. Si on en parle avant qu'il pense, là, il y a des possibilités qu'il apprenne ou qu'il comprenne des choses. La peur prend-elle sa naissance dans le réflexe de la survie? Ou bien comment ça s'est implanté finalement chez l'homme? Les oiseaux n'ont pas peur. Les animaux n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, comme là. Ils ont peur quand même. Ils ont des réflexes face à leurs prédateurs, du moins. Oui, mais est-ce qu'un chevreuil ne dort pas la nuit de peur qu'un loup le trouve? Non, il dort. Et met un homme dans la forêt, puis met un chasseur qui court après, il ne dormira pas la nuit. Lui, il a peur. Tu comprends ce que je veux dire? Le petit oiseau n'a pas peur qu'un chat ou qu'un chat sauvage ou qu'un prédateur, un aigle, saute dessus. Il bâtit son nid, il travaille pour l'avenir, il pond des œufs, il n'a pas peur qu'un prédateur vienne y bouffer ses œufs. Si le prédateur apparaît, l'instinct de survie, cette peur vitale, finit par omnibuler la conscience de notre oiseau, qui automatiquement sera prêt à donner sa vie pour sauver sa progéniture. Appelle pas ça de la peur. Tandis que l'homme prend des parents, place-les avec leurs enfants dans la forêt quelque part et met des Russes ou des Allemands ou met des ennemis qui sont à leur recherche, tu vas voir que ça ne dormira pas fort. Ça ne bâtira pas des nids douillets et des choses comme ça. Ça va avoir peur. Pourquoi ça va avoir peur? Parce que c'est humain. C'est différent des animaux. C'est homme ancien, c'est femme ancienne, c'est enfant ancien, mais ça a peur. Les animaux ne connaissent pas la peur. Lorsqu'une personne est confrontée à un danger imminent, je vais te donner un exemple. Une personne qui, soit voit l'incendie de sa maison, puis sa famille est à l'intérieur. Elle peut entrer dans la maison, aller sauver sa famille ou aller essayer. Elle n'a pas peur. Elle n'est pas courageuse. Parce qu'elle n'a pas peur. Parce que si elle aurait peur, elle ne rentrerait pas. Elle prendrait 7 ans à se décider que ça ne fonctionnerait pas. Mais à un moment donné, elle rentre. Ça, c'est l'instinct animal, qui est beaucoup supérieur à la psychologie, disons, apeurée de l'homme au niveau de l'efficacité dans des conditions de survie. C'est pas du courage. Le pompier qui pénètre à l'intérieur peut avoir du courage. Parce que lui ne peut pas être omnibulé par l'instinct de survie de sauver sa famille, c'est pas sa famille. Le policier qui fait quelque chose, le passeur dans la rue qui fait quelque chose, lui peut avoir du courage. Pourquoi? Parce que sa psychologie n'est pas omnibulée par l'événement ne le touche pas assez. Par contre, il aura une peur et il devra évidemment lutter, grimper et arriver à travers la contrôler. La contrôler, sa peur. Il y a un gars ici qui veut te contrôler. Là. Il y a une voiture qui nuit à la sortie de d'autres voitures à côté, le building voisin, ASZ
448. Je sais pas si c'est d'ici. En tout cas, c'est pas ici, c'est pas grave, mais c'est pas un que la licence qui nuit, hein? C'est tout le char qui est avec. Oui. En effet, c'est un peu plus gros que la licence. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur est quelque chose qui est généré dans l'homme parce que tant que l'homme n'a pas la faculté consciente d'entrer en contact avec son intelligence, il ne peut pas exprimer de l'intelligence, donc il ne peut pas être intelligent, en ce sens qu'il ne peut pas être activement intelligent. Autrement dit, il ne peut pas être dans un état où il ne dépend plus de son expérience, de ses mémoires et de ce qu'il a appris. Tant que l'être humain est dépendant du passé, de son éducation et de ces choses-là, il n'est donc pas en contact avec son esprit, son intelligence, donc il n'est pas centré dans son intelligence, il n'est pas capable d'exprimer du savoir instantané, ce qui fait qu'il n'est pas capable d'atteindre une compréhension globale, immédiate d'une situation. Donc, il n'a pas la faculté d'être conséquentiel dans n'importe quelle situation neuve, donc il n'a pas expérimenté. Et tant que l'être humain ne peut pas vivre cette condition, ce qui est l'homme nouveau, il doit être limité par un paramètre constitutionnel qui va l'empêcher de continuellement se jeter dans les précipices. J'ai pas peur, je veux voler. Pouf! Bon. Le voisin la regarde, moi, il n'est pas battu assez vite. Moi non plus, le papa veut voler. Pouf! Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive des choses, il n'y aura plus d'humanité. Il y aurait une humanité écrasée. Ça comblerait peut-être les fossés entre les continents, le monde écrasé. Mais il n'y aura plus d'humanité évolutive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'être humain est constitué de prime abord. Premièrement, l'être humain est sur la planète Terre pour une raison cosmique qui est celle de bloquer l'évolution expansive de notre création, de l'univers ou des super-univers. Mais disons que l'être humain est de l'intelligence qui est placé dans un contexte matériel. On va de toute façon en janvier parler d'une chose assez intéressante sur le phénomène extraterrestre. L'être humain est placé dans un contexte matériel, et ce contexte matériel est tellement débile, tellement évolué. D'ailleurs, pourquoi que l'être humain parle de la chute de l'homme? Mais c'est pas une chute de style météorite, là. C'est une descente intelligente, calculée et prévue. Mais on doit instruire l'humain sur le plan planétaire, et cette instruction-là est en train de changer. Ça fait partie des archétypes, disons, de l'évolution religieuse de nos humanités. Mais maintenant, on est en train de néotyper ces phénomènes, de transformer les vieilles formes, les archétypes, par de nouvelles formes plus adaptées à l'intelligence compréhensive de l'homme. Lorsque l'énergie descend sur le plan planétaire, elle doit devenir matière, ce qui a généré évidemment la race humaine. Vous avez remarqué que lorsque c'est arrivé ici, ça ne ressemblait pas à ce que vous ressemblez vous autres. Il y a eu une évolution, disons, adaptative à la Darwin depuis l'époque. Et à l'intérieur de cette évolution darwinienne, il y a une évolution améliorative, celle qui différencie l'homme de l'animal. Lorsque l'énergie arrive sur le plan planétaire, elle ne doit pas se rappeler sa provenance. Pour la simple raison que l'évolution matérielle terrestre est d'une débilité telle que si l'esprit dans l'homme se rappelle sa provenance, il ne voudra pas rester. Il va sacrer son camp. Et c'est toute la mécanicité luciférienne qui, justement, a obligé l'humain, à un moment donné, à vouloir évoluer plus rapidement, à vouloir regarder le Dieu ou le soleil en pleine face, et c'est ce qui, évidemment, créé l'orgueil et l'ego chez l'homme, et qui rend souvent l'homme aveugle. Lorsque l'être humain va avancer trop vite, c'est de l'orgueil, c'est pas le temps. Et Lucifer est un phénomène orgueilleux qui, évidemment, a été induit par les intelligences cosmiques, c'est-à-dire, on pourrait même dire Dieu. Dieu a permis Lucifer, ça va de soi. Dieu a permis Satan, ça va de soi. Bon. Lucifer, c'est la phénoménologie, disons, de l'évolution rapide de l'humain, les guides de lumière, tandis qu'on a une évolution plus religieuse sur laquelle l'homme transitif crache souvent, la religion, disons, telle comme la religion catholique, une évolution beaucoup plus lunaire, une évolution beaucoup plus ombragée, qui va plus lentement, mais qui est l'évolution. L'évolution rapide crée des monstres, crée des débiles, crée des phénomènes qui ne sont pas évolutifs. Pourquoi? Parce que lorsque l'intelligence arrive sur le plan terrestre, son rôle principal, sa fonction n'est pas de retourner d'où elle vient. On parle dans la Bible que Dieu créa l'homme. Il n'a pas créé pour s'amuser. Il n'a pas créé pour que l'homme devienne Dieu comme ça. L'être humain est sur le plan terrestre parce qu'il a une fonction cosmique à accomplir, celle d'arriver à faire en sorte que la matière atomique, ce qui constitue tout ce que vous concevez comme étant l'existence, soit à un moment donné suffisamment espritisée, on va dire spiritualisée dans l'antique, disons, étymologie, de façon à ce que la matière finisse par connaître l'esprit. Mais l'esprit, lorsque l'esprit descend dans la matière, le mot du problème, c'est qu'il devient de la matière. Devenant de la matière, il ne se rappelle plus d'où ce qui vient, c'est l'homme. Sauf qu'à la longue, à force d'accumuler des feuilles d'énergie l'une sur l'autre, ce qu'on appelle l'évolution améliorative de l'humanité, l'esprit qui descend peut s'arrêter à un plan plus haut.
le plan mental chez l'homme, qui lui est supporté par le plan astral chez l'homme, qui lui est supporté par le plan vital chez l'homme, qui lui est supporté par le plan moléculaire ou atomique matériel chez l'homme, alors l'esprit peut maintenant connaître la matière sans devenir de la matière. Sauf que lorsque l'être humain est apparu sur le plan planétaire, c'est apparu en Lémurie, ça va bien longtemps, c'est là que la Genèse commence. Création de l'homme et de la femme, création de la sexualité. L'être humain était hermaphrodite à l'époque. Donc, il avait les deux sexes. Il se reproduisait de lui-même, comme les cellules, comme les amibes le font. Lorsque l'être humain apparaît sous le contexte planétaire, d'une façon sexuelle ou d'une façon, disons, où la conscience commence à apparaître chez lui, lorsqu'il découvre qu'il vit, c'est qu'il a une conscience astrale qui maintenant est implantée. Cette conscience astrale implantée va faire naître un ego. C'est-à-dire que lorsque l'homme a un âme, lorsque l'homme a un contexte qui peut maintenant accumuler de l'expérience, lorsque l'homme peut se rappeler d'une façon convenable, lorsque l'homme peut associer ce qu'il se rappelle, l'homme a un âme. À l'intérieur de cette âme va être véhiculée différentes mémoires qui sont de l'énergie. On peut l'enregistrer sur des cassettes, sur des photos, la mémoire photonique. Lorsque cette âme se remplit de l'expérience, ta petite fille, elle a l'expérience génétique léguée par toi et par ta femme, elle va accumuler l'expérience de la naissance dans ses mémoires et au fur et à mesure, elle va accumuler de l'expérience par ses sens. Donc, elle n'a pas de personnalité présentement. Lorsqu'elle va apprendre à parler, elle ne dira pas « je ». Elle va prononcer son nom, elle va parler à la troisième personne, elle ne sera pas identifiée et elle va accumuler de l'expérience. L'expérience accumulée est de différentes natures et chaque expérience qui est accumulée selon une nature pareille, similaire, donc la répétition du biberon ou du sein, ça accumule de l'expérience qui est similaire. Cette expérience similaire a une connotation énergétique résonante et ça va s'agglomérer. Ça va créer des agglomérats dans l'âme. Les agglomérats dans l'âme vont bouger dans l'âme et bougeant dans l'âme constituent eux-mêmes une expérience pour l'âme. C'est ce qui va engendrer l'émotion. Parce que l'émotion n'est jamais vécue à l'extérieur. L'émotion, c'est vécu en dedans. L'émotion, c'est quoi? C'est simplement l'expérience d'une expérience pénétrant l'âme. Lorsqu'une expérience, un chien qui se lève et qui fait le beau, qui fait la belle, lorsque tu vois ça, ça pénètre ton âme, ça pénètre tes mémoires. Cette pénétration d'événements induit une réaction dans l'âme qui devient une expérience pour l'âme et c'est l'émotion. Lorsque les agglomérats de cette phénoménologie de répétition d'événements, lorsqu'on voit toujours les mêmes films, on finit par aimer ça. Ça, c'est un agglomérat. Lorsqu'il y a plusieurs agglomérats qui se créent dans l'âme plutôt, ces agglomérats, parce qu'ils vont résonner de la même émotion, parce qu'ils vont créer dans l'âme le même genre d'expérience, même s'ils sont différents, vont être capables de s'accumuler, ça va créer l'ego. Là, ta petite fille va commencer à dire « je ». Là, elle va prendre conscience qu'elle vit. Mais les égos ne sont pas constitutionnels dans tout ce qui existe. La plante a une âme. Elle a des émotions banales, mais elle n'a pas d'ego. Pourquoi la plante a des émotions? Pour la simple raison qu'elle a une faculté de mémoriser. Et quand une nouvelle expérience pénètre cette faculté de mémoriser, ça induit dans la mémoire une nouvelle expérience, c'est l'émotion. Donc, la plante a des émotions. Les animaux ont des émotions, mais ils n'ont pas d'agglomérat suffisamment constitué pour créer l'ego. Ils n'ont pas d'ego, donc ce ne sont pas des êtres évolutifs, amélioratifs comme l'homme. Ce sont des êtres évolutifs, adaptatifs à la Darwin. Bon. Lorsque l'ego est constitué, l'ego a besoin de deux choses, l'alimentation et l'identification. C'est ça qui fait que l'être humain vit. Toute votre condition évolutive est générée par l'alimentation énergétique de l'ego et l'identification de l'ego. L'être humain vit, l'être humain fabrique des verres, l'être humain achète des vidéos, l'être humain achète des radios, l'être humain voyage en auto. L'être humain fait tout ce qu'il fait pour deux raisons. On parle de l'homme ancien, de la majorité des hommes transitifs, on ne parle plus de l'homme nouveau. Pour deux raisons. Alimenter énergétiquement son ego et pouvoir s'exprimer, pouvoir expérimenter le fait qu'il est là. L'ego est constitué d'énergies mémorielles qui vont former à la longue l'identité, le je, le moi de l'individu. Mais ce moi d'individu a besoin d'être nourri. C'est de l'énergie mémorielle qui, comme tout ce qui est sur le plan planétaire, et ça la science, la physique le sait, tout tend vers le repos. Tu prends de l'eau chaude, tu la laisses là, elle va refroidir. Les molécules vont tendre à diminuer leur vibration vers le repos. Étant donné qu'il y a de la chaleur solaire, elle n'ira pas glacer. Mais vu qu'il y a moins de chaleur solaire présentement, mettez-la dehors, puis elle va glacer. Bon, tout tend vers le repos. L'ego dans l'homme tend aussi vers le repos, donc il tend à s'oublier. Prends une personne, mets-la dans une pièce, une cellule, puis laisse-la là pendant 20 ans.
va la chercher après, c'est une loque. Elle dira plus, bon, il est temps que vous me sortiez. Elle va être de même, puis elle ne dira rien pantoute. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a plus de possibilité de nourriture de l'ego, donc il n'y a pas d'expérience nouvelle qui rentre, il n'y a rien qui réénergise l'ego, mais l'ego, lentement, devient de l'énergie vitale. Cette personne devient un zombie. Tu as juste à lui dire, si tu appelles un tel, tu vas être capable de le reprogrammer, il n'y a plus rien. Il reste l'âme vide, il n'y a plus de mémoire volatile, puis il n'y a plus d'ego, puis il n'y a plus rien. Bon. Lorsque l'être humain, les êtres humains qui vivent sur le plan planétaire et qui vivent, disons, à l'extérieur, des cellules, ces êtres humains ont une identité qui va entrer en lutte, en combat, l'ego va entrer en combat avec ce qui normalement est de l'esprit, ce qui normalement a constitué cette phénoménologie de l'homme. Sauf que l'esprit, lui, n'entre pas en lutte contre l'ego de l'homme parce que l'ego est essentiel chez l'homme. Donc, chez l'homme ancien, il y a cet ego qui a besoin d'être nourri. Où il va prendre sa nourriture? C'est une nourriture énergétique, une nourriture mémorielle, une nourriture expérientielle. Alors, l'ego va vouloir revivre des conditions qui l'ont créé. L'enfant va vouloir revoir ses parents. L'enfant va avoir besoin de toucher ses parents, avoir besoin de parler à ses parents, avoir besoin de coucher avec les vêtements de ses parents. Il va avoir besoin de coucher dans le lit de ses parents. Il va avoir besoin de réalimenter ça. Au fur et à mesure que cela va avancer, on place l'ego, donc l'enfant, dans une garderie, ou chez une tante, un voisin, ou à l'école à un moment donné. Alors, il y a des crises, parce que là, l'ego a une nourriture qu'il ne peut pas se servir. L'énergie de l'école qui pénètre dans sa conscience, donc qui est mémorielle, ne fout rien sur l'ego. L'ego ne connaît pas ça. L'ego ne s'en sert pas. Donc, l'enfant, l'ego est en crise. Alors, si on l'envoie à l'école après 2-3 semaines, bien, vu que ça répète, ça crée un agglomérat qui, lentement, va finir par être accolé à l'ego. Et là, l'enfant va s'être adapté à l'école. Et ça ne change pas d'école tout de suite. Bon. Lorsque l'enfant est adapté, il a cet ego, et cet ego a un seul besoin majeur, l'alimentation, l'identification. Qu'est-ce que c'est que l'identification? Bien, l'identification n'est pas tout de suite. Pourquoi? Ta petite fille va avoir besoin de s'alimenter en énergie. Ça remplit son âme, c'est ce que j'appelle les mémoires volatiles, de l'expérience qui n'est pas identifiée. Je ne sais pas si tu connais ça, mais tu vas voir. Très intéressant. Ça énergise l'ego des parents. Bon. Ça finit par faire en sorte que les parents aiment leurs enfants. Tu vas voir, ça, c'est très intéressant. Bon. Quand tu es pogné à laver son même chandail tous les jours, là, à cause que, tu sais, bon, tu vas voir. Je vais lui montrer comment se servir de la machine. À 3 ans? Parfait. Je vais t'amener mon linge. Regarde ceci. Je vais y servir à quel petit. Lorsque l'ego est avancé, il ne sait pas qu'il existe. L'être humain n'a pas conscience de son existence. Sauf que l'ego, dans les mémoires volatiles de l'âme, crée de l'expérience. Il crée des perturbations dans ses mémoires volatiles. Les perturbations qu'il crée sont expérimentées par lui et c'est là qu'il découvre qu'il laisse une trace. Découvrant qu'il laisse une trace, il découvre qu'il est. C'est pourquoi que lorsque je dis que l'être humain dit qu'il est, c'est parce qu'il sait qu'il a été. Parce que l'humain n'est pas suffisamment vivant, instantané, pour pouvoir goûter à l'existence immédiate sans faire référence aux mémoires, donc aux traces qu'il laisse. Lorsque l'ego apparaît, il a besoin de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il a besoin de laisser des traces dans l'extérieur parce que l'expérimentation de ces traces lui fait prendre conscience qu'il est là. Crime, c'est moi qui ai laissé ces traces-là, donc j'existe. Parce que sans les traces, l'ego ne sait pas qu'il est là. Alors l'humain a donc besoin de s'exprimer, de dessiner, de peinturer, de parler, de chanter, de crier, de souffrir, de beugler, de brailler, de voler, d'attaquer, d'assassiner, de violer, de faire la guerre, tout faire pour pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». L'humain a besoin donc d'une raison d'être. Pas de raison d'être, pas d'identification réelle, donc tu ne sais plus si tu es là, tu ne sais plus si tu as une allure, tu ne sais plus si tu as une utilité, tu ne sais plus si tu es fonctionnel. Tu ne sais plus. L'identification essentielle, l'expression, ce qui va amener l'humain à vouloir se lancer en affaires, à vouloir faire tout ce qu'on parle, à vouloir acheter, à vouloir faire un budget, à vouloir s'habiller, à vouloir, etc. L'ego, lui, exprime donc ce qu'il est. Il l'exprime à travers l'âme, l'enveloppe de son âme, le périsprit, et cela est acheminé vers le cerveau qui va entrer en résonance avec les expressions de l'ego. Et cette résonance va être transmise d'une façon neurologique au reste du corps, qui va l'exprimer d'une façon endocrinienne, d'une façon gestuelle, d'une façon biologique. Ça, c'est la personnalité de l'ego. Ce qui va arriver, c'est que l'ego, dans cette phénoménologie, veut avoir une chose, c'est-à-dire qu'il veut être nourri, et il veut s'exprimer. Alors, l'ego veut remanger la tarte aux pommes de sa mère, parce qu'il pense que ça le nourrit physiquement, ça le nourrit vitalement, et ça le nourrit mémoriellement. C'est beau, c'est bon.
Il veut revoir ses amis, il veut refaire les mêmes choses, il ne veut pas changer de job parce qu'il devient insécure. Oui, parce que c'est une nouvelle nourriture, une nouvelle expérience. Alors, il est bien là-dedans, même s'il n'aime pas ça, mais ce qu'il n'aime pas le nourrit. Donc, il préfère rester dans ce qu'il nourrit, même si lui appelle ça ne pas aimer ça. Il ne veut pas divorcer, il ne veut pas se séparer, il ne veut pas se marier, il ne veut pas changer de char, il ne veut pas, bon, etc. Ce qui va arriver, c'est que notre ego a un besoin intrinsèque, c'est sa constitution chez l'homme ancien. L'homme nouveau n'a plus d'ego. Bon, chez l'homme ancien, il a un ego et il a besoin, premièrement, d'être nourri, d'être réénergisé dans ce qu'il connaît, ce qu'on appelle le monde de la sécurité, le connu. Il a peur du neuf. Et il a besoin de s'exprimer pour pouvoir voir qui est là. À ce moment-là, c'est là que le peur naît. Pas tout à fait. Étant donné que l'ego a besoin de ces deux choses, ce besoin est transmis par la parole psychologique sous forme de désir. On appelle ça les besoins de l'homme. Un enfant a tel besoin psychologique. Ces besoins vont être traduits par l'enfant comme des désirs. Je veux ceci, je veux cela. Ce sont des désirs qui sont en réalité des besoins. Ce que tu désires, c'est parce que tu n'en as pas le choix. Tu ne peux pas faire autrement. Tu les désires parce que tu en as besoin. Besoin énergétiquement, émotivement, psychologiquement, amiquement, égoïquement, astralement. C'est la même chose. Bon. Lorsque l'humain entre dans ce phénomène, il a la perception de l'extérieur qu'il compare avec ses mémoires volatiles et sa constitution. Donc, il peut comparer. Alors, il va dire, tiens, tu as plus d'eau que moi. Alors, il va mettre de l'eau dedans. Et là, il se sent tout content, il a plus d'eau que toi. Plus d'eau, plus de tripes. Si j'ai soif, on va pouvoir triper plus souvent, donc ça va m'amener une expérience qui fait que ça va nourrir mon ego, donc je suis content. Bon. Très banal comme exemple, mais c'est ce qui se passe dans différents ordres d'importance au niveau de toute la mécanicité de l'homme. Ce qui va arriver, c'est que l'être humain, l'ego, n'a pas le choix d'être assujetti au bidésir. Le bidésir est un phénomène neuf qui n'est pas connu de la psychologie encore. Bon, parce que la psychologie étudie le passé, qui étudie l'homme à partir de l'échec. Bon, c'est ça. Alors, le bidésir, c'est quoi? Le bidésir, c'est la fondamentalité d'expression de l'ego. L'ego n'a pas le choix, donc l'homme égoïque, l'homme ancien et l'homme transitif n'a pas le choix d'être assujetti à ce bidésir. Par contre, il peut mentalement contrôler l'expression du bidésir. Le bidésir, c'est que l'être humain désire automatiquement une nourriture, donc il désire une chose, et il désire en même temps l'anti-antagoniste de la chose. C'est-à-dire qu'il désire une chose et il désire ce qui va pouvoir empêcher le contraire de la chose. Donc, il désire, on en a déjà parlé, on va sauter là-dessus un peu, il désire être riche, donc il désire ne pas être pauvre. Il désire vivre, donc il désire ne pas mourir. Il n'a pas le choix. Et souvent, on va dire, c'est un jeu de mots, ce n'est pas un jeu de mots. Le bidésir est une fondamentalité d'expression de l'ego. L'ego vit dans son âme, dans ses mémoires volatiles, des conditions expérientielles qui l'obligent à se nourrir et à s'identifier. Et cette nourriture et cette identification créent le bidésir, qui va être l'expression de l'ego. Et le bidésir est automatiquement un phénomène qui désire une chose et en même temps un phénomène qui désire l'anti-antagoniste de cette chose-là. Donc, un phénomène qui désire, par exemple, la richesse et un phénomène qui désire absolument être riche. Et la friction entre ces deux phénomènes dans le bidésir, c'est la peur. Tu désires vivre. Tu désires donc ne pas mourir. Automatiquement, tu auras peur de la mort. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir ici qui est un bidésir, qui est conditionnel de deux phénomènes d'expression au niveau de l'âme, et à l'intérieur de ça, il y a une friction. Une friction énergétique qui ne peut pas être assimilée, comprise par l'humain. Il y a donc moi, j'observe ton verre d'eau, qui est par exemple plus plein, ou qui contient une substance intéressante. Bon, voilà. Pour la caméra. J'observe ton verre d'eau. Non, ben, bois-le pas. Je pourrais pas expliquer, il faut que ce soit plus plein que le mien. Bon, j'observe les deux choses et automatiquement, je vois que j'en ai moins, je vois que tu en as plus. Si ça serait de l'argent, de l'or, de la joie, du bonheur, des enfants, on peut mettre différent. Bon, c'est un exemple qu'on donne. Je constate le phénomène. Je sais que la vision de beaucoup d'eau nourrie, ça me sécurise. Ça peut être la vision de l'argent, la vision des enfants, la vision du bonheur. Bon, OK, ça me nourrit. Alors, automatiquement, je vais désirer avoir ça et je vais désirer ne pas avoir ça. Et c'est le bidésir. Je ne peux pas désirer avoir ça sans désirer ne pas avoir ça. Je ne peux pas. Il n'y a pas un fichu être humain sur la planète qui désire être riche
et qui en même temps désire être pauvre. C'est conditionnel au désir de l'homme. Il veut être riche parce que c'est un phénomène relié au bidésir, qui est un phénomène émotif, un phénomène d'expression de l'ego, et l'être humain ne veut pas être riche parce qu'il a une raison intelligente d'être riche, mais il veut être riche parce que il ne veut pas être pauvre. Donc, automatiquement, il est assujetti à ce bidésir. Il y a une friction entre les deux. Cette friction devient un spasme énergétique au niveau de l'âme et il est exprimé par l'homme et on a donné le nom de peur à cette friction. L'homme a donc peur. J'ai peur de ne pas être aimé. Tu désires être aimé. Tu désires donc ne pas être aimé. Automatiquement, tu as peur de ne pas être aimé. Tu désires être en santé. Tu désires donc ne pas être malade. Automatiquement, tu auras une angoisse de la maladie. Mais d'où vient à ce moment-là les gens qui ont peur de réussir? Pour la simple raison que la peur de la réussite, c'est quoi? C'est l'ego qui a simplement peur d'être confronté à une nouvelle nourriture. Donc, l'ego désire rester dans le domaine du connu. Il désire donc ne pas connaître du neuf. La réussite, c'est un chambardement au niveau de sa vie. Il aura donc peur de la réussite. C'est regarder, quelle que soit la peur ou l'angoisse, l'inquiétude, le stress, disons, relié à ces phénomènes que vous vivez, c'est automatiquement conditionnel d'un bidésir qui n'est pas conscientisé chez l'homme. Est-ce qu'on est capable de désirer une chose par intelligence? C'est là la solution de la peur. Es-tu capable de désirer sauver quelqu'un dans le feu parce qu'il y a intelligence de sauver quelqu'un dans le feu, parce qu'il y a économie d'énergie, parce que ça prend plus d'énergie à la planète Terre de reconstituer l'être humain, que ça va en prendre à guérir tes brûlures, donc ça devient conséquentiel de risquer de sauver la personne? Es-tu capable d'avoir une raison intelligente d'avoir un enfant, une raison intelligente d'avoir de l'argent, une raison intelligente d'être en santé, plutôt que de vouloir toutes ces choses-là par fuite par fuite de l'antagonisme? Une raison, c'est pas un désir. Non. La raison est une vibration, comme le désir est une vibration, comme l'émotion est une vibration. La raison intelligente est une vibration qui est d'ordre mental et qui ne peut pas être émotivisée par l'ego, donc par l'âme. De ce fait, cette raison garde son caractère d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle est conséquentielle à ce qui est vivant présentement et elle peut être changée au fur et à mesure de l'évolution de la vie. Tandis que la raison émotive, le désir, n'est pas conditionnelle du changement de la vie. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais con. Alors, j'avais 6 ans, je voulais un Basic Mustang, avec des grosses bébelles, là, puis un vent en arrière pour mettre des posters. Bon. Mes parents ne pouvaient pas me l'acheter, t'es pas assez riche. Mais à 8 ans, ils voulaient encore. À 10 ans, ils voulaient encore. À 12 ans, ils voulaient encore. Je l'ai eu. Le problème, c'est que quand je l'ai eu, j'étais plus grand que le Basic, et tous mes chums avaient des 10 vitesses. Alors, moi, j'avais 3 vitesses. Il fallait que je pédale en sacrableu pour les suivre. Puis, eux autres étaient tout à fait fiers, n'est-ce pas, de me laisser dans la poussière de l'upteux. Le désir n'était pas conditionnel en harmonie avec la réalité, ce qui fait que ce que je voulais pour mon bonheur, je l'ai eu. L'ayant eu, bien là, maintenant, je peux le confronter à la réalité, mais la réalité avait changé. À l'époque où j'avais voulu le Basic, j'étais en résonance avec une réalité qui, elle, a changé, mais le désir n'a pas changé. C'est pas une raison intelligente. Tu veux un Basic pour te déplacer. On a une nouvelle technologie, un nouveau Basic. Tu n'as toujours pas de Basic, c'est celui-là que tu veux. Tu n'as pas l'argent pour, dès qu'on passe du 10 au 12 vitesses, bien, c'est celui-là que tu veux. Tu n'as toujours pas l'argent pour, mais tu as l'argent pour le 10 vitesses. Bien là, tu décides. Mais c'est un véhicule pour te déplacer, ce qui fait que si on change les couleurs, qu'on change la forme, qu'on l'améliore, il n'y a aucun problème. Tu as toujours acheté quand tu vas pouvoir à la fine pointe de la technologie. Mais celui qui rêvait d'avoir un petit ordinateur, je ne sais pas moi, un Commodore VIC-20 ou ZX80, il a toujours rêvé ça. Là, pour le même prix, il peut avoir un ordinateur qui est 800 fois plus puissant, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut avoir celui-là, il prend celui-là, il est tout content, il est heureux. Ça, c'est le désir. Celui qui veut une auto, qui rentre quelque part pour acheter une auto, il a regardé des petits livres, il a vu les chars des voisins, il a son désir, il a automatiquement son bidésir. Il veut ceci, donc il ne veut pas ne pas l'avoir. Il rentre quelque part, il voit une chose. Là, il regarde à côté, il en voit une plus grosse. Mais là, il est fait. Là, il ne sait plus. Là, il regarde à côté, il voit encore plus gros. Après ça, il voit les posters, les photos, les ça, puis là, on vient lui demander s'il veut avoir tel char. Là, il est flatté, on le prend pour un riche. Et là, il est fait. Pourquoi son bidésir peut plus reculer? Son choix, vu que c'est un désir émotif, relié à la constitution de son ego, donc aux besoins expérientiels de nourriture de l'ego, il ne peut pas l'adapter avec la réalité. L'ego de l'homme, tous vos égos sont formés de votre expérience. Vous êtes ce que vous avez vécu.
Vous êtes votre éducation, vous êtes vos expériences de vie, vous êtes votre philosophie. La philosophie, elle est générée par l'expérience de vie mélangée avec l'éducation. Vous êtes ce que vous avez vécu. Et vos désirs sont conditionnels de ce que vous êtes. Certains désirent avoir les cheveux blonds, mais ceux qui ont les cheveux blonds, ben, ils désirent avoir les cheveux noirs. Certains désirent pouvoir vivre à poil tout le temps, d'autres désirent non. Le désir n'est pas conditionnel de l'intelligence, de la conséquentialité, il est conditionnel de l'émotion, donc de la constitution de l'ego. Comment l'homme s'en sort, l'homme transitif? C'est quoi le cheminement? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, premièrement, il faut comprendre ceci. Chez l'homme, il y a plusieurs choses. Pendant longtemps, on a pensé que le corps de l'homme était le summum de la création. Ah, c'était génial. Le corps de la femme aussi. Et surtout, de la part des hommes. Bon. À un moment donné, on s'est rendu compte que la vie avait de l'importance. Il fallait plus tuer. Puis juste un peu avant, on peut tuer les infidèles, on peut tuer n'importe qui, il n'y a plus de problème. Encore aujourd'hui. Oui, mais là, disons qu'on le moralise un peu plus. Ça devient plus stressant. Il faut avoir une bonne raison émotive, il ne faut pas le faire. Comme le tuer pour ton drapeau, ben non, pour ton... On en fait des pas de problème pour ça. Le problème, c'est que l'être humain arrive à une condition où ce que la vie devient importante. Sa vie et la vie des autres. Il y a ceux qui chérit. Il y a ceux qui lui amènent de la nourriture. Bon, ceux qui l'aiment. Mais à un moment donné, son évolution continue et soudainement, il découvre l'importance de l'âme. Et la psychologie. Psychose, âme, logie, science qui étudie. Psychologie. Il découvre l'importance de cette mécanicité et là, il commence à parler d'évolution. Autre que simplement l'évolution matérielle, conditions de vie, maladie, étirer la vie plus tard, etc. Alors, il découvre l'évolution, premièrement, de sa condition amique et deuxièmement, de sa condition personnalitaire. Alors, l'évolution de la personnalité va évidemment amener l'invention de la mode, de tous les phénomènes pour peinture, pour déguiser, pour maquiller. Le linge et toutes ces choses-là, les autos, les maisons, enfin, le snobisme de l'évolution qui est la mode. L'apparence, qui est la personnalité de l'ego. Et l'ego lui-même qui veut vivre l'âme, qui veut vivre une forme d'évolution. Là, on découvre le plan astral. Alors, on aura peut-être le rejet de la personnalité, comme les moines, comme ceux qui font des vœux de chasteté, comme les Templiers et un paquet d'autres. Bon. Et à un moment donné, on est rendu aujourd'hui à une époque où on doit découvrir quelque chose d'autre chez nous, qui n'est plus le corps, qui n'est plus le corps vital, qui n'est plus le corps astral, donc le phénomène amique, mais qui est le corps mental, donc le phénomène au-delà de l'intellect. Et ce phénomène mental est la clé qui va permettre à l'humain d'arriver à se sortir du phénomène de la peur. On sait, on a déjà vu que la souffrance était un moteur. Quand t'es bien, ben tu foires. Ce qui fait que la vie continue à avancer, puis toi restant en arrière dans tes mémoires, ça crée une friction contre la vie, ça amène de la souffrance. Ton auto-rouille, par exemple, tu voulais la conserver comme qu'elle était, tu vieillis, tu perds ceci, tu perds... Enfin, la vie continue, l'homme reste dans ses mémoires, ça crée une souffrance. Il souffre de vivre. Quand Bouddha a dit que la vie était souffrance, et Bouddha n'a rien compris. La vie n'est pas souffrance, c'est la condition de lutte contre la vie de l'homme qui est souffrance. La mémoire de l'homme est la souffrance. J'aurais voulu être dans le ventre de ma mère puis pas naître. Ben c'est ça, tu vas souffrir parce que t'es dehors puis il neige. Bon. Mais j'aurais voulu pouvoir... ben c'est ça, c'est plus ça. C'est pas la vie qui est souffrance, c'est l'antivie dans la tête de l'homme qui est souffrance. La mémoire, l'ego, la condition du connu, sécuritaire. Bougez plus la vie, changez plus étoiles, mettez plus de nuages, changez plus rien, faites plus vieillir, bloquez tout. Et on souffrira plus. Ben non, toi, cesse donc de vouloir mémoriser, puis être conservateur, puis être figé dans ton monde mémoriel, dans ton monde mort de l'illusion, puis essaye d'être instantanément en condition avec la vie. Tu souffriras pas non plus. Tu vas avoir un avantage. Ça pourra t'améliorer, donc évoluer. Tandis que tu restes figé dans tes mémoires, comme les pharaons voulaient le faire par la momification, ben tu restes là. Tu souffres peut-être plus, mais tu n'évolues plus non plus. Puis tu pues en plus. Bon. Lorsque l'être humain arrive à la condition mentale, lorsqu'on comprend l'intelligence, lorsqu'on arrive à pouvoir cerner chez nous, vous savez, vers l'âge de 3, 4, 5 ans, vous avez fait l'identification de votre ego. Je. À un moment donné, il faut faire l'identification. Certains l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire. Il faudra que l'humanité y arrive. Faire l'identification de la condition supra-intellectuelle, disons intellectuelle pour commencer, mais à un moment donné, supra-intellectuelle mentale. Je suis capable de raisonner qu'une chose est stupide. Puis en même temps, je ne suis pas capable de m'empêcher d'en boire. Parfait, c'est ça. Ton mental est capable de voir une phénoménologie, puis ton ego ne peut pas s'empêcher d'aller chercher la nourriture. Quand on en arrive à cette condition-là,
on devient ce que j'appelle l'homme transitif suffisamment même avancé parce qu'on est capable de discerner entre le mental et l'ego. À partir de ce moment-là, vous devez cesser de croire continuellement que c'est vous qui faites des conneries. C'est là que c'est le temps de commencer à penser qu'on est manipulé. On est manipulé comment? Par la condition structurelle de notre constitution, donc par la condition qui a permis la création de notre ego et de notre âme. Alors, on souffre de voir une photo d'un enfant tout meg qui vit au Bangladesh ou qui vit simplement en Iran ou qui vit dans d'autres pays, en Afghanistan, ces places-là. Et on se fait ramasser par notre ego, c'est notre constitution. On a appris que c'était pas correct. On a appris dans notre morale, et c'est correct de l'avoir appris, mais on a appris ça et on reste manipulé par la vision de tout ça. Mais cet enfant-là, il y en a aussi à Montréal, puis il y en a un peu partout, mais du moment qu'on nous montre un enfant, si on nous dit qu'il y a des problèmes telle place, puis on fait un texte expliquant un problème, hein? Alors, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on met « Je meurs de faim ». Envoyez-moi votre pièce pour que je puisse la recevoir avant d'être mort. Tu sais, là, tu mets une photo, tu croches, là. Là, ça marche. Pourquoi? Parce que l'être humain n'étant pas de l'intelligence, l'être humain restant intellectuel, relié à ses mémoires, s'il ne souffre pas d'une condition, automatiquement, il ne se met pas en marche pour agir. Il n'a pas de raison intelligente, donc on doit lui suggérer des raisons émotives. Mais la raison émotive elle ne peut pas être intelligencée par l'humain. Quand tu vois une belle femme, quand tu vois un bel homme, quand tu vois un bel enfant, quand tu vois un beau char, quand tu vois quelque chose qui te ramasse émotivement, qui te ramasse par les tripes, ben c'est vendu, c'est fait. Sinon, il faudra qu'il y ait une lutte. Et s'il y a la lutte, c'est qu'il y a le mental est suffisamment évolué pour pouvoir maintenant résister à la condition manipulatrice de l'ego. Lorsqu'on montre une photo de quelque chose qui normalement devrait agresser, on appelle ça stimuler, hein? Influencer, sensibiliser. On appelle ça sensibiliser. L'émotion des gens, le cœur des gens, l'âme des gens. Mais lorsqu'on met une condition comme ça, c'est qu'on met simplement un phénomène manipulatif, puis on est bien convaincu, d'ailleurs ça marche, qu'on va réussir à pogner une panoplie de gens. On va les manipuler. On va les forcer à faire des choses qui, sans cette chose-là, ne feraient pas. C'est une manipulation. C'est pas parce que l'humain ne le sait pas. Parce qu'on sait comment ça vit sa planète, on sait comment ça vit ici, on le sait. On le sait pas fou, on le sait. Avec tous les phénomènes de médias qu'on a, on le sait. Mais tant qu'on n'en souffre pas émotivement, on ne fait rien. Donc, si on nous montre quelque chose qui nous accroche émotivement, puis à partir de là, on agit, on est manipulé. L'être humain doit découvrir qu'il est manipulable, qu'il est manipulé, et c'est pas grave. Parce que s'il se dit « Merde, j'ai encore été manipulé », ben il faut qu'il sache qu'il est manipulé à chialer contre lui-même. Ça le garde médiocre. L'être humain a une faculté mentale qui lui permet de s'ouvrir. Cette faculté mentale qui lui permet de s'ouvrir va être capable de légiférer sur la condition du bidésir de l'ego. Donc, automatiquement, quand tu vois quelque chose puis que tu as peur, toutes les peurs que vous avez, peur de l'apocalypse, peur de ceci, peur de cela, on l'a déjà vu, mais là, on le dit peut-être un peu plus clairement, c'est que trouver une raison intelligente de faire de quoi? Mais sachez une chose, c'est qu'à l'instant où la peur naît chez vous, cette angoisse, attendez pas d'avoir une peur incontrôlable. Une peur, autrement dit, qui vous contrôle. Ce qu'on appelle la manipulation. Mais à l'instant même où on est présentement, quel que soit le désir qu'on a, automatiquement, il engendre un stress qui va puiser de notre énergie vitale et qui, à la longue, faiblit, vieillit, énerve, stresse les humains. Quelle que soit la peur. Avez-vous un besoin d'une chose, un besoin émotif, un besoin psychologique? Vous allez automatiquement en souffrir. Pourquoi? Parce que ce besoin est conditionnel de l'anti-antagoniste, donc ce besoin est généré par un bidésir. Et dans ce bidésir, il y a une friction, la peur. Et cette peur, si elle n'est pas conscientisée sous le terme peur, parce que l'être humain est subtil en maudit, angoisse. C'est une peur, une angoisse. Pourquoi on a deux mots? Inquiétude. C'est une peur, l'inquiétude. Et pourquoi on a deux mots? Ce sont des formes d'exprimer de différentes façons de cette mécanicité de la peur. Mais quoi penser de l'homme qui arrive à satisfaire quasiment 99% de tous ses désirs? Mais celui qui satisfait 99% de tous ses désirs, c'est un pauvre type. Parce que quand la planète Terre va décider qu'il y a des choses qui doivent changer parce qu'il y a une mutation planétaire qui doit arriver, bien, il ne pourra plus satisfaire rien pantoute. Il ne pourra pas le supporter. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on ne coupe pas la tête, il va se jeter en bas des ponts comme on a eu ici lors du gros crash économique. Lors de la Révolution française, tous les aristocrates n'ont jamais voulu changer. Bien, on les a éliminés. On leur a coupé la tête. Bon. Lors du gros crash économique ici,
qui n'était pas là, moi non plus. Mais c'est suffisamment mémorisé dans les annales akashiques pour qu'on puisse s'y référer. Bien, c'était effarant. Tout ce que tu avais, tu ne pouvais plus. Pourquoi vivre? Ben oui, l'ego, il est là, l'ego ne peut plus se nourrir. Pourquoi vivre? Ils vont mourir de toute façon. Alors, tu jettes en bonnet pas. Sauf que si le mental est assez puissant pour que la personne reste là, bien, l'ego qui est là va mourir, un autre ego va naître, la personne va avoir été changée, mais tout à fait changée par ces événements. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Actuellement, c'est que finalement, l'homme se fie un peu au courant de la vie, que les événements arrivent pour le changer, mais à un moment donné, il faut qu'il arrive à créer des événements pour que... L'être humain ne doit plus laisser sa condition évolutive entre les mains de son ego, c'est-à-dire que l'être humain ne doit plus laisser sa condition évolutive entre les mains de l'astral, donc de la conscience collective, donc de tout le phénomène qu'il manipule, qui l'oblige premièrement à être assujetti à une évolution collective, qui nivelle la tête des meilleurs pour qu'elle soit égale à tout le monde, pas faire chier les autres, puis qui pousse par en dessous. Hein, d'une façon, c'est pas une assistance sociale, une assistance évolutive. Par en dessous, les pauvres types leur disant qu'ils sont pas si pires. Faut pas non plus qu'il y ait trop de pics qui dépassent en bas. Alors, on appelle ça une évolution de masse qui donne l'impression que l'humain se tient, que l'humain marche. Puis celui qui a 2 yeux, ben il peut voir. Celui qui en a 3, bon, il en crève un. Faut que c'est normal. Celui qui n'a rien qu'un, on lui dit que c'est pas trop grave pour qu'il se motive. C'est pas trop grave, tu n'as rien qu'un. C'est grave en maudit si tu en as 3, par exemple. Parce que si t'en as un, on est content. Si tu en as 3, tu nous fais chier. Bon, ça, c'est l'évolution massive de l'humain. Tant que l'être humain ne prend pas en main. Et quand je dis prendre en main cette condition évolutive, c'est pas la prendre au niveau émotif. Vous ne devez pas prendre votre condition évolutive en main à partir de l'émotion. Est-ce que tel gourou vous plaît? Bien, ça, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que là, c'est encore notre émotivité. Il y a une belle face, il me plaît, je vais le voir. Il y a des beaux yeux, il me plaît, je vais le voir. Ah, lui, il y a un nez qui ne me revient pas, je ne vais pas le voir. Et avec le nez qu'il a, ce qu'il dit ne peut pas être correct. C'est émotif, le phénomène. L'être humain a évolué comme ça. Il y en a qui vont à l'église prier. Quelle église? Telle église. Pourquoi? Eh bien, puis belle. Maudite belle raison. Bon, il y en a qui s'habillent de telle façon, il y en a qui veulent mourir plus tôt qu'un autre. Toute la condition d'accession au ciel est émotive. Tout le phénomène est émotif. Alors, l'évolution de l'homme est tout à fait manipulée. On dit simplement, le pape, à un moment donné, dit que le Satan existe. Puis là, ben là, il y a un frémissement total dans la foule de Rome. Les autres papes n'ont pas voulu en parler. Remarquez que ce pape-là est assez, disons, initiatiquement avancé. Il cache bien son jeu, bien, c'est très intéressant. Mais ce qui l'amène à l'humain, c'est des choses qui sont neuves et qui vont justement bouger un peu à condition. Sauf que l'être humain qui suit émotivement tous les phénomènes de l'évolution, que ce soit chrétien, catholique, juif, krishna, musulman, islamique ou n'importe quoi, si c'est émotif, ça ne vaut rien. Mais ça ne vaut rien, mais il faut voir aussi le côté utile de la chose. C'est utile tant que tu ne peux pas voir que ça vaut rien. Mais quand tu vois que ça vaut rien, bien là, automatiquement, c'est que tu as suffisamment d'intelligence mentale, donc tu es suffisamment relié à ton esprit. Même si tu n'en as pas encore la conscience, tu n'as pas un ajusteur de pensée qui te fait favoriser ou expérimenter, mais tu es quand même capable de voir la condition. Peux-tu acheter une auto juste sur un coup d'émotion? Non. Mais peux-tu choisir un ciel juste sur le coup de l'émotion? C'est le nirvana ou le paradis. Là-bas, c'est bleu, là-bas, c'est vert, le bleu, c'est ma couleur, m'en voilà. C'est ça l'évolution de l'homme. Tu peux pas choisir une évolution sur le coup de l'émotion, comme tu peux pas choisir non plus une auto, une maison ou une connerie sur le coup d'émotion. Faut que tu saches si tu peux payer. Faut que tu saches si ça va rouler. Faut que tu saches si ça va marcher. Elle va se démarrer l'hiver. Elle va-tu être bien isolée? Bon, si tu vas inclure le coup d'émotion, ah oui, je suis sûr, c'est ça. Il y a un pain en avant, j'ai rêvé à ça, c'est ma maison. Ça, achète-toi-en n'importe laquelle que tu voudras, plante un pain en avant, ça va être pareil. Mais elle risque d'être mauditement mieux. Mais l'humain conditionne toute son évolution sur l'émotion. L'émotion, c'est quoi l'émotion? C'est l'expérience qu'a l'ego de l'humain dans ses mémoires volatiles. Et automatiquement, l'ego veut avoir une nourriture qui va être en résonance énergétique avec ce qu'il constitue, ce qui va engendrer le bidésir. Le bidésir est le désir qu'une personne veut avoir, et évidemment, le désir de ne pas manquer son coup. Automatiquement, il y a la friction de la peur entre les deux. La peur peut pousser l'humain. La peur, d'ailleurs, la peur, elle empêche l'humain d'avancer continuellement. La souffrance te pousse à sortir. Tu souffres. Tu divorces, tu vas te tuer. Tu vas tuer l'autre. Alors, tu souffres. Ben oui, c'est l'évolution de la vie, mais elle change. Mais ta peur ne change pas. La peur, c'est un frein. Pourquoi tu ne changes pas? Ben, ta nourriture. C'est d'une souffrance connue. Ça nourrit l'ego. L'être humain ne veut pas être heureux. L'être humain ne veut pas être insécure. Parce que bien avant la recherche du bonheur, l'humain recherche la sécurité. Et dans cette sécurité, déjà là, il catalogue qu'il a déjà au moins une partie du bonheur.
Mais il n'y a pas un humain qui est prêt à risquer sa sécurité à la recherche du bonheur. Il n'y en a pas. Ben non, c'est bien trop risqué. Parce que ça fait peur. Mais la peur, elle nuit. Comment rencontrer Dieu un jour au crime? Si je rencontre Dieu puis qu'il me dit ce qu'il faut que je fasse, faut que je lâche toute ma famille, que je lâche ma job, tu sais, je m'habille différemment, que je fasse d'autres choses. Peut-être que je suis pas prête, hein? Peut-être que c'est pas moi, tu sais. C'est un autre qui n'a pas de famille, tu sais, Dieu le contacte. Il y a des personnes qui parlent de la vibration aussi. Ah, ça, je vibre pour ça. Quand tu vibres pour une chose, c'est un phénomène émotif. Avez-vous une raison intelligente d'évoluer plutôt que de simplement fuir? Avez-vous une raison intelligente d'être en santé plutôt que de fuir la maladie? Et c'est pas compliqué tellement. Tout ce qu'il faut faire pour la peur, c'est un phénomène. La peur, c'est un phénomène. Bon, j'ai peur de telle chose. Tu sais, là, j'entends parler que les États-Unis veulent attaquer la Libye. Non, mais mieux que ça, les États-Unis sont encore bien plus cochons que ça. J'entends parler que les États-Unis ont attaqué la Libye. Parce qu'ils n'ont pas averti personne avant. Bon. D'ailleurs, c'était génial, il fallait le faire. Ils ont attaqué la Libye. Et puis là, je commence à avoir peur. Mais raisonne, tu sais. Tu as ton but-désir, tu veux vivre, tu veux avoir la paix parce que c'est conditionnel de ta vie, conditionnel de conserver ton cadre, donc ton cadre alimentaire, donc ta sécurité énergétique. Ça ne transforme pas ta mémoire, ça ne t'obligera pas à vivre des choses que tu ne veux pas vivre, donc des choses nouvelles qui pourraient t'amener énormément, mais ça ne t'oblige à rien. Alors l'être humain a automatiquement peur. Mais l'être humain remet toujours son évolution, conditionnelle à son ego. Son ego il est régi par le but-désir. Dans le but-désir, il conduit automatiquement la peur. L'être humain a une peur fondamentale. À l'instant où l'être humain vient au monde, il a déjà peur. Il a peur parce qu'il y a des agglomérats qui vont créer l'ego. Dans l'ego, il y aura l'expression du bidésir. Dans le bidésir, il y a la friction qui est de l'énergie. Cette énergie, c'est la peur. Lorsque l'être humain devient mental, on va revenir un peu sur la deuxième partie, à ce phénomène du mental, et puis on va expliquer un peu plus de quelle façon l'être humain arrive, lorsqu'il est suffisamment mental, à se dégager des mécanismes de la peur. Le bidésir n'existe pas. J'ai un désir, pas deux. Exemple. Ne pas être pauvre, c'est une chose. Devenir riche, c'est une autre chose. Le désir est de ne pas être pauvre. Devenir riche est une solution, un moyen pour ne pas être pauvre. Celui qui croit avoir deux désirs n'est pas dans la vérité. Possèdes-tu la vérité? Dans ma poche, c'est tout. Bon. Ça là, quand j'ai donné l'exemple de richesse et pauvreté, évidemment, on parlait de deux... Lorsque l'être humain... La subtilité de l'humain, c'est justement ça. C'est qu'il ne peut pas voir clair pour la simple raison qu'il est trop orgueilleux pour voir clair. Lui, il est correct. L'être humain est toujours correct. L'être humain est beau, fin. Mais si on lui dit pas, il est malheureux. Il n'y a pas une seule cure de thérapie de groupe ou de psychologie ou de médecine ou de quelque chose comme ça. Le médecin qui dit à son patient, t'es malade, t'as le cancer, c'est de ta faute, ben, il perd un client. Faut qu'il dise que s'il est beau, il est fin, que c'est pas de sa faute, puis que c'est comme ça, puis qu'on te fait pour l'aider. Non. Puis il n'y aura pas trop d'efforts à faire, la chimie va faire l'effort. Quand je parle de richesse, pauvreté, celui qui ne veut pas être pauvre, il ne veut pas nécessairement être riche. C'est comme moi, je veux marcher à pied, donc je ne veux pas prendre l'avion. C'est un exemple que je donnais. Celui qui ne veut pas être pauvre veut de l'argent. Il n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire qu'il en veut inféremment selon son concept de richesse. Si le but-désir n'existe pas, le désir n'existe pas. Celui qui ne veut pas mourir, c'est pas qu'il veut vivre. C'est qu'il ne veut pas mourir. Ben, dans l'exemple de la richesse et de la pauvreté, je prenais deux phénomènes relativement espacés pour donner un exemple. Prenons l'exemple de la vie. C'est peut-être plus simple. On ne peut pas bien être entre les deux. Mais entre la richesse et la pauvreté, tu as tout un paquet de niveaux. Moi, je ne veux pas être ça parce que je veux être ça. C'est le bidésir. Je donne un exemple de là à là, d'un opposé à l'autre. Bon. Mais prenons l'exemple de la vie et de la mort. Celui qui ne veut pas mourir, ça ne veut pas dire qu'il veut vivre. C'est faux. Celui qui veut vivre, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas mourir. Mais c'est faux. Est-ce que tu veux vivre? Oui. Est-ce que tu veux mourir? Oui. Alors, moi, te tuer. Tu veux vivre. Donc, tu veux ne pas mourir. Et c'est pas compliqué. Celui qui veut un enfant et qui en même temps ne veut pas d'enfant, il n'y a pas d'humain comme ça. La matière inerte, elle est comme ça. Les arbres sont comme ça. Ils sont conditionnels au vent. Le vent va les féconder parce que l'arbre ne peut pas décider de féconder. Le papillon va féconder les fleurs parce que les fleurs ne peuvent pas décider de féconder. L'homme a le choix. L'homme peut décider. L'homme a des bidésirs.
quel que soit le désir que l'humain fait, il a automatiquement en même temps le désir anti-antagoniste, c'est un bidésir. Le bidésir n'existe pas, et la question suivante, celui qui croit avoir deux désirs n'est pas dans la vérité. Possèdes-tu la vérité? La personne, elle est suffisamment agressée par le mécanicité du bidésir, étant donné qu'elle est orgueilleusement atteinte, m'agresse maintenant, enfin croit, parce qu'évidemment, ça ne m'agresse pas du tout. Possédez-vous la vérité? Ça, c'est la meilleure question qui spiritualise en toi pour faire fermer la gueule à quelqu'un qui dit quelque chose. Vous allez voir quelqu'un, quand on va voir un psychologue ou un ami, la question pour y faire fermer la trappe, c'est « Ouais, puis toi, je suppose que t'es parfait. » J'ai déjà expliqué dans un mini-séminaire. Quand vous allez voir un dentiste et qu'il vous dit « Ah, vous avez une carie. » Est-ce que vous faites « Ah, t'as pas de carie, toi? » Non, hein, on me fait ma trappe et je n'ai une carie. Quand on va voir un psychologue et qu'il nous dit « Ah oui, mais là, c'est votre faute d'être malheureux. » Ah là, ouais, puis, c'est vrai. Hey, quand c'est médical, non, vous avez un ulcère. Le médecin, il est gros cochon, il fume, puis il boit son café, son coke. Vous avez un ulcère à l'estomac. Mais oui, dites pas. Puis vous? C'est parfait, vous? Hein, il dit pas. Pourquoi? Parce qu'on souffre de blas, mais spirituellement, on ne le voit pas, la souffrance. Il y en a de la souffrance dans l'homme. L'homme est un médiocre qui attend d'être sauvé, qui attend d'être ramassé par on ne sait quoi. Soit des dieux, soit des extraterrestres, mais sauvé par quelque chose qu'il ne peut pas voir. Qu'il doit croire. Soit des gourous, soit des maîtres, des prêtres, des dieux, des extraterrestres, des phénomènes, des n'importe quoi. Lorsqu'on pose la question, possèdes-tu la vérité? La vérité, savez-vous ce que c'est? C'est une déformation de la réalité. Puis le mensonge, c'est une déformation de la vérité. Est-ce que je possède la vérité? Absolument pas, parce que la vérité, pour moi, ça n'a aucune consistance. Ça n'a aucune importance. Jamais j'oserais opposer ma vérité à la réalité. Quand un être humain rencontre une fleur, il va dire « elle est belle ». Moi, il va répondre « c'est une fleur ». Là, il va me dire « oh non, elle est belle ». C'est sa vérité qui veut opposer à la réalité. La fleur se fout royalement d'être belle ou d'être laide parce que la beauté et la laideur n'existent pas. Sauf dans le concept de l'ego, qui lui a besoin d'une nourriture. Son contact d'affection avec la fleur pour la téter, c'est ça. La fleur est belle. Il veut tellement la téter qu'il va la couper et la mettre sa tête dans son pot pour continuer à avoir d'énergie. Et si elle est laide, il va la laisser là. Nourriture qu'il veut pas. Nourriture énergétique. Stimulation intérieure qu'il veut pas. La vérité, ça n'a aucune importance, la vérité. Dans l'Antiquité, on parlait de la vérité parce que le cerveau de l'homme ne peut pas concevoir la réalité. Mais la vérité, c'est quoi? Chacun a sa vérité. C'est bien la preuve que toute la vérité, c'est une vraie farce. La vérité de l'islam dit qu'elle doit détruire les États-Unis d'Amérique. Ah, mais nous étant collés aux États-Unis d'Amérique, la vérité est du mensonge. Ils sont fous. Ben, ils disent la même affaire de nous autres. La vérité, c'est que la réincarnation existe. La vérité, c'est que la réincarnation n'existe pas. C'est ça. Battez-vous, chicanez-vous. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Parfait, on ne chicanera pas. La réalité ne demande pas un support de foi ou de croyance. Elle permet à l'homme de relaxer. Le bidésir, qu'une personne accepte l'idée ou non, moi, je m'en fous. La personne, elle a sa vérité. Elle a son libre arbitre où elle peut décider les choses qu'elle fait. Elle n'est pas manipulée. Puis tout ce qu'elle a voulu plus qu'un jeune ne l'a pas. Puis elle va s'inventer des raisons pour essayer de supporter psychologiquement ce phénomène-là. Moi, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit « Je voulais la richesse, mais Dieu m'a donné la pauvreté. Je voulais l'amitié des autres, mais Dieu m'a donné la solitude. Je voulais ceci, j'ai eu ceci, je voulais ceci, j'ai eu. En fin de compte, tout ce que je voulais, je ne l'ai pas eu, mais c'est ce que j'avais besoin que Dieu m'a donné. » Ben ouais, mais moi, j'aimerais autant vouloir la richesse puis l'avoir. Ça ne m'empêchera pas d'avoir ce que j'ai besoin. Sauf que mes enfants, je ne serai pas toujours confronté à devoir leur compter un paquet de menteries parce que je ne peux pas rien leur offrir. Je ne serai pas confronté non plus à ne pas m'inscrire à des cours pour apprendre des choses ou à voyager pour connaître l'humain tel qu'il est. Parce qu'il y en a plein de monde qui sont dans leur snobisme d'évolution, dans leur religion, dans leur foi, dans leur concept, dans leur école traditionnelle, dans tous leurs phénomènes, qui savent mauditement mieux qu'un de qui ce qui se passe sur la planète. Mais jamais ils vont oser déplacer le fesse d'une place à l'autre. Et jamais. C'est ce genre de personne, d'ailleurs, qui ne s'ajuste pas à personne. Je ne parle pas juste pour la personne qui pose la question, je parle pour le concept lui-même, le phénomène. Là, l'humain est orgueilleux et son orgueil est le piège, un des mensonges cosmiques les plus fameux,
pour donner l'illusion à l'homme qu'il est une constitution similaire à Dieu et que lui aussi a de la puissance et un libre arbitre. Mais à travers cette constitution similaire à Dieu, lui, il est malade physiquement, puis Dieu ne l'est pas. Lui, il meurt, puis Dieu ne l'est pas. Lui, il souffre, puis Dieu ne souffre pas. Lui, il a faim, puis Dieu n'a pas faim. Lui, il faut qu'il procrée parce que lui, il n'est pas immortel, mais Dieu l'est. Lui, il a peur, puis Dieu n'a pas peur. Mais il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pareil dans sa tête. Il y a des choses qui ne vont pas. L'homme n'est pas un miroir, une réplique exacte de Dieu. L'homme, c'est de la divinité. C'est pur. Sauf que c'est dans un contexte où ça ne doit pas le savoir. Pour pouvoir accepter de vivre dans de la merde, on crée l'ego qui s'exprime par l'orgueil, et puis là, on dit à l'homme, tout ce que tu faisais avant d'être ce que t'es, tu peux encore le faire. Non, potentiellement, il pourra le faire. Ça veut dire, autrement dit, qu'il ne peut pas le faire. Une graine, potentiellement, c'est un arbre. Fais-la brûler, elle dégage pas autant de chaleur qu'une bûche. Parce que potentiellement, c'est quelque chose que c'est pas dans la réalité. L'homme, c'est pas la réplique de Dieu. L'homme s'est auto-créé et l'oublié. Puis les archétypes cosmiques, c'est quoi? C'est la trace laissée par l'esprit de l'homme lorsqu'il a perdu sa conscience. La référence de l'ego de l'homme à cet archétype cosmique permet à l'homme d'avoir une idée de ce que c'était. Mais juste une idée intuitive. Puis lorsque l'orgueil s'en marche, ça s'embarque là-dedans, l'idée n'est plus intuitive. Une croyance, puis une foi, puis il sait. Alors on a un paquet de dieux, un paquet de guerres, un paquet de problèmes, parce qu'on a notre vérité et parce qu'on a suffisamment d'orgueil pour refuser l'idée que peut-être on se trompe. Moi, personnellement, j'ai dit des choses. Quelle est la valeur de ce que je dis? Rien. La vibration émise parce que je dis a une valeur. Une valeur qui est physique. C'est tout. Je ne porte pas de vérité, je ne supporte pas de vérité, et je ne peux pas supporter la vérité. Comme disait mon ancien intervieweur, la vérité, il faut se la placer dans le culte. Que le bidésir existe ou non, je m'en fous. C'est lui qui vit la peur, mais qui n'en a pas conscience, tant que la peur n'existe pas. Mais vous prenez n'importe quel phénomène mathématique, autre qu'émotif, donc mental, et essayez d'analyser le phénomène. Est-ce que vous pouvez désirer vivre et désirer mourir en même temps? Non. Si vous désirez vivre, vous désirerez ne pas mourir et vous aurez peur de la mort. L'individu va dire, je n'ai pas peur de la mort, puis je ne veux pas mourir. Non, il n'a pas peur de la mort. C'est parce qu'il n'est pas dans une condition, il n'est pas dans un événement où il peut mourir. Alors, il n'a pas peur de la mort dans sa conscience. La peur, elle est là pareil. La journée qu'il va se passer quelque chose, s'il reste accroché au désir de la vie, il aura peur de la mort. Il y a plein de soldats qui n'ont pas peur de la mort et qui n'ont pas peur de l'ennemi. Les Anglais ont découvert ça dans les Falklands il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont découvert quoi? Pas des Argentins. Ils ont découvert la peur. Alors, on met du benzène dans le lait, ça les drogue un peu, ça coupe les désirs sexuels, puis en même temps, ça coupe certains phénomènes. Il y a un paquet de choses que dans le bouffe, on leur rajoute, qu'eux autres ne savent pas parce que dans les cantonnements normaux, on ne le fait pas. Ils n'ont pas peur. Ils ont juste peur du sergent-major, puis c'est parfait. Mais quand on les envoie ailleurs où ils sont confrontés avec la vie, pas avec le concept de la mort, avec la mort, ils ont peur. Le bidésir est une condition fondamentale de l'humain. Qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, ça ne change rien. C'est comme de dire la maladie, l'homme peut être malade. Lui qui est en santé, qui n'a jamais été malade, il dit non, c'est faux. Ça ne dérange pas. S'il n'est jamais malade, il aura raison pour lui. Et les autres qui sont malades, j'aurai raison pour eux autres. Et si un jour il est malade, j'espère qu'il ne va pas ouvrir les yeux. Pour poursuivre la première partie, pour essayer de quand même faire une petite boucle, pour terminer ça, je l'avais oublié. Oui, j'aimerais que tu poses encore quelques questions, puis à travers ça, je vais finaliser l'idée de la solutionnement mental, sinon on n'aura pas le temps de répondre à tout ce qui est jaune et vert. Très bien. J'ai 2 questions concernant les maladies. Moi, j'ai suivi une personne très chère qui est morte du cancer. J'ai tant fait pour elle. Je l'ai vue mourir. Cela m'a donné un choc. Et depuis ce temps, j'ai peur de la maladie et de la mort. Quoi faire? Et l'autre question, la peur peut-elle être justifiée parfois, comme dans le cas d'une maladie pour laquelle les médecins n'ont pas de diagnostic
Donc, ne peut pas guérir ou entrevoir la guérir. Bon, si je dis oui, la peur est justifiée dans le cas où il n'y a rien à faire, ben il est peur, puis ça ne change rien non plus. Fait que pourquoi pas être heureux et pas avoir peur, ça ne change rien non plus, mais au moins on va être heureux et on n'aura pas peur. La peur, est-ce qu'elle est justifiée? Oui, dans le cas exclusif de l'humain qui n'a pas suffisamment d'intelligence pour voir les choses comme elles sont et pour pouvoir avoir un mental suffisamment énergisé pour pouvoir accepter les choses comme elles sont. On ne peut pas accepter les choses comme elles sont émotivement, sauf si on se médiocrise en se disant qu'on n'a pas le choix. Fait que l'homme ancien essaie de transformer, il améliore les automobiles, il améliore les maisons, il améliore les affaires médicales, il améliore parce qu'il était insatisfait. Tandis que l'homme nouveau, il va améliorer, mais il va être satisfait pareil. Parce qu'il aura l'intelligence d'amélioration. Il n'aura pas besoin, il n'améliorera pas parce qu'il se sent médiocre. Puis il n'arrivera pas à un moment donné à vivre une espèce de philosophie de l'acceptation totale, inconditionnelle, de tout ce qui peut arriver, même des maringouins qui vous piquent, parce qu'un Dieu quelconque le veut. L'être humain est un être expérientiel. Il est placé dans des conditions où il doit s'efforcer d'une façon inconsciente dans le début. C'est pourquoi il est manipulé, parce que c'est de la chair, c'est rien d'autre. Plus il évolue, mais d'une façon manipulée, plus il arrive à avoir des strates où il reçoit un peu plus d'intelligence et où il est capable de ne pas trop la déformer, donc de la colorer. Au niveau du plan astral, ça crée l'orgueil, l'ego et toute la mécanicité de l'âme. Au niveau du plan de l'esprit, ça élimine ces choses-là. Et là, l'homme devient un être lumière, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'il est. Ce qu'il est cosmiquement, pas ce qu'il est planétairement. On est ce qu'on est planétairement. La part de la maladie. La personne est là, elle avait un être cher. Qu'est-ce que c'est qu'un être cher? Un être cher, c'est un être que tu te fous royalement de la personne, mais qui t'amène tellement d'énergie, qui sécurise l'ego, que c'est cher, ça vaut cher. Alors, on ne veut pas la perdre. Pourquoi? Parce qu'elle nous nourrit. Elle nous permet, premièrement, d'avoir la raison d'être, la raison de vivre. Donc, l'identification peut s'exprimer dans « j'ai tant fait pour la personne ». Oui, on avait besoin de faire. On l'aurait même conservé malade s'il l'aurait fallu. Ça nous permettait d'avoir une raison de vivre, l'aider. Pour la rendre, pour la guérir, pour la soulager, tout en faisant tout pour qu'elle reste comme ça. La majorité des groupements pacifiques font la guerre, créent la guerre. Mais ils parlent de paix. Ben, c'est le même phénomène pour la majorité des individus. C'est subtil, c'est subtil. C'est comme de dire, celui qui fait du bénévolat, ben, il est orgueilleux, il est égoïste. N'importe qui fait du bénévolat est égoïste. Il est soit stupide, soit égoïste. Fait que s'il n'est pas stupide, il est égoïste. Parce qu'il est manipulé à un point tel qu'il ne sait pas tout ce qu'il fait, ou bien il le fait pour aider les autres. Il se sent bien quand il aide les autres. S'il ne se sentirait pas bien, ben, il ne les aiderait pas. Il le fait pour lui. C'est un phénomène subtil qui échappe à l'orgueil de l'homme. Alors, moi, je le fais parce que pour aider les autres, t'es-tu payé? Oh, non, mais ça me rapporte tellement au niveau humain. Ouais, c'est ça te rapporte. La journée, ça te rapporte plus. Ben, tu fais comme tous les humains, tu lâches. C'est le même phénomène. La peur peut-elle être justifiée parfois, comme dans le cas d'une maladie pour laquelle le médecin n'a pas de diagnostic, donc pas de guérison à entrevoir. Sachez une chose en passant, puis ça, je vais y revenir en 87. Il y a une panoplie de pathologies dont les médecins ne pourront pas trouver le diagnostic, à part certains médecins qui vont être jugés par l'école de médecine. Pour la simple raison, ce sont des maladies typiquement reliées à l'évolution et à la transmutation de l'homme ancien vers l'homme nouveau. Quand l'énergie descend chez l'homme, ça crée des mutations qui sont physiques. Ça va opérer donc des répercussions au niveau de l'humain. Et évidemment, il y aura des symptômes. On va voir le médecin vérifie avec sa panoplie de diagnostics, puis il ne trouvera rien. Mais non, monsieur, vous n'avez rien. Mais non, madame, pas malade. Ben, sac, j'ai mal là tout le temps, ça m'empêche de dormir, pas malade. Ben, on vérifie, on check, on analyse, on brasse, on pince, puis on va vous donner, je sais pas moi, pas du Valium, on va vous donner un petit psychotique léger, on va vous donner d'un placebo, on va vous envoyer voir un psychiatre, on va vous envoyer voir un gynécologue à un moment donné, le malicite, tout pour moi. On va faire de l'argent à d'autres spécialistes, là, on va vous faire promener d'un médecin à l'autre, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Puis quand on ne trouve pas, ben, on va essayer de vous guérir pareil. D'un coup qu'on trouverait en vous guérissant. Mais il y a des choses qui vont se passer au niveau du cerveau qui sont extrêmement pénibles, mais comprenez ça comme la marque de l'évolution. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on a un problème, on dit « Tiens, j'évolue ». Et on peut aller voir le médecin pareil, on peut avoir quelque chose aussi. La seule chose qu'il y a, c'est que le cerveau étant transmué énergétiquement, la programmation neuronique à l'intérieur de ce cerveau, du cortex surtout,
du néocortex va éliminer les programmations pour se reprogrammer, ce qui va faire en sorte que le cerveau et certaines autres parties du cerveau vont avoir l'impression de percevoir des douleurs, des choses, et le cerveau va donc percevoir cela, le transmettre à l'ego, et l'ego va sentir qu'il souffre. Mais il n'y aura rien. On a une attaque cardiaque qui disparaît tout de suite. On n'a rien eu. Le cerveau a perçu, a cru que. Et il n'y avait rien. La majorité des hypertensions qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas connues, tu as un souffre d'hypertension, mais le médecin, c'est pas pourquoi. Ben, on donne du Lasix, on donne des diurétiques qui vont baisser la tension en éliminant la volumétrie du sang, disons, dans les vaisseaux. Mais on ne sait pas c'est quoi. C'est simplement le cerveau qui détecte une baisse de pression, ce qui fait qu'automatiquement, il organise le corps pour augmenter la pression. Mais vu qu'il n'y a pas de baisse de pression, ça crée une hypertension. C'est la même chose pour l'hypotension. Alors, il y a un paquet de maladies qui sont typiquement reliées à l'évolution et qui vont être compris par des médecins nouveaux. Il y en a déjà qui sont en formation. J'en ai un que même, j'en connais un de mes amis, qui a fait des conférences ici et qui a des problèmes, évidemment, avec l'école de médecine. Pourquoi? Parce que quand le patient vient, le patient veut tel médicament, ben non, il guérit le patient d'une façon différente. Puis, il y en a d'autres qui sont comme ça. Ça va aller de plus en plus. Alors, le fait qu'un médecin ne trouve pas et ne diagnostique pas une pathologie, est-ce que c'est une raison suffisante d'avoir peur? Ben oui, non. Regardez-vous dans le miroir, trouvez-vous beau. Le fait d'avoir aidé une personne, de l'avoir soutenue, ça fait qu'on imbrique de l'expérience dans son ego, ça devient une nourriture. Alors, on veut l'aider, on veut qu'elle vive assez longtemps pour qu'on puisse continuer à l'aider. Et puis, à un moment donné, la personne part, c'est normal, c'est un être cher. Si c'est un être cher pour lui, laissez-le partir en paix. On a fait une conférence dernièrement sur comment, justement, vivre la mort sans souffrance. On peut s'y référer au niveau de la cassette, donc dans l'enregistrement, pour répondre comme il faut à cette question-là. Comment faire pour ne plus avoir peur d'avoir des maladies, pour ne plus avoir peur de mourir? Ben, c'est essayer de désirer être en santé. La personne peut dire, ouais, mais si je cesse de désirer être en santé, on mange rien de quoi, moi. Mais non, vous n'êtes pas idiots! Vous connaissez les choses qui doivent être faites, faites-les pour leur intelligence, faites-les pas pour un désir émotif. Moi, je me drogue pas parce que j'ai peur d'avoir des maladies ou de rester pogné avec ça, parce que ça sert à rien, dans mon cas. Il y a bien quelque chose que je ne fais pas parce que c'est stupide, dans mon cas, ça ne marche pas. Je ne fume pas parce que je n'ai pas besoin de fumer. D'autres auront besoin de fumer parce que ça descend leur vibration, ça leur permet de mieux supporter la vie. À un moment donné, ils vont cesser de fumer. Soit parce qu'ils vont l'apprendre, soit parce qu'à un moment donné, ça va se faire tout seul. Parce qu'ils auront trouvé des choses pour ne pas placer ça autrement. Mais on n'arrête pas de fumer parce que, émotivement, on a peur du cancer du poumon. C'est pas une raison. La cigarette est plus puissante encore que le désir. Vous allez continuer à fumer quand même, mais en plus, vous allez vous culpabiliser. Vous allez créer le cancer. La personne qui vit ceci, la meilleure réponse, c'est ça, c'est de se référer à la conférence qu'on a faite il y a 2 semaines, je crois, sur le phénomène de la mort, où on explique convenablement ces choses. Non, la semaine, ouais, il y a 2 semaines. J'assiste pour la première fois à une de vos conférences. Je me demande, par rapport à la compréhension que nous avons des choses, ce qu'une telle conférence peut apporter, ou encore, est-ce ce contact peut m'apprendre quelque chose qui serait utile pour mon apprentissage, puisque je n'expérimente pas ce que vous dites. Par exemple, de l'ego. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se dit ici est de la théorie. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain s'est fait tellement rentrer dans la tête le phénomène théorique qu'il en arrive même à envisager la vie tout court comme étant une théorie. L'humain ne sait même plus qu'est-ce que c'est de la théorie. La théorie, c'est lorsqu'on intellectualise. Quand c'est de la théorie. Quand une personne trouve qu'une chose est théorique, c'est qu'elle la théorise. Donc, elle l'intellectualise. Elle ne peut pas rien vivre. Si nous parlons, par exemple, prenons l'exemple des personnes qui ont posé ces questions-là, ils ont donc vibré avec la conférence. Est-ce que c'était de la théorie pour eux autres? Non. Lorsque nous poussons une farce, celui qui écoute la farce, qui dit « Ouais, elle est bonne, ouais, c'est vrai, ouais. » Ben c'est ça. C'était de la théorie, la farce. Celui qui a ri, c'était de la vie, la farce. Mais c'est de la parole pareille qu'il a communiqué. Qu'est-ce qui fait la différence entre la théorie et de la pratique? Simplement ce que l'individu en fait, rien d'autre. Vous pouvez regarder un coucher de soleil puis trouver ça plate à mort, c'est de la théorie, il ne se passe rien, ça. Ben oui. La personne qui ne vit pas de l'ego, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Sachez une chose extrêmement importante, c'est que les archétypes, c'est-à-dire que ce qui a généré les religions et l'éducation à travers l'échelle de la planète, ont toujours été faites de façon
Est-ce que l'humain se croit un tout global, un tout qui est suffisamment médiocre qu'il devra être sauvé, donc un être humain qui devra se mettre à genoux pour être sauvé, donc un être humain qui devra lâcher les souliers des dieux pour être sauvé, puis un être humain qui n'aura jamais un jour la possibilité d'avoir de la puissance pour se prendre en main? On dit souvent que dans la Bible, le Nazaréen dit qu'un jour l'homme fera la même chose que lui, et même plus. Mais ça, répétez-le pas, parce qu'on va vous rire au nez. Dites pas qu'un jour, vous allez faire ce que le Nazaréen faisait. On va vous enfermer ou on va vous lapider. Dites que lui, il l'a dit, que c'est pas le temps. On va vous trouver génial. Ah oui, parce que l'humain est médiocre, l'humain est un bâtard. C'est ce qu'il pense. Lorsque l'être humain se fie, est-ce que j'ai de l'ego? Non. Est-ce que j'ai de l'orgueil? Quand on n'a pas d'ego, on n'a pas d'orgueil. Quand on n'a pas d'ego puisqu'on n'a pas d'orgueil, on n'a pas de désir. Quand on n'a pas d'ego, qu'on n'a pas d'orgueil et qu'on n'a pas de désir, évidemment, le je ou le moi, on ne connaît pas ça. Pas le choix. C'est conditionnel. On n'a pas d'identification, donc on ne se maquille pas. On ne check pas notre vestimentation. Mais non, parce que si on check une vestimentation, c'est quand même une personnalité, expression de l'ego. Si la personne dit qu'elle n'a pas d'ego, soit qu'elle ne saisit pas ce qu'on entend par ego, ou soit simplement qu'elle fait partie de la trappe ego, de la conscience collective qui instruit l'humain, justement, que premièrement, il a les barbites, tandis que l'humain n'a pas de barbites pantoute. Il est manipulé de A à Z. Il commencera à être un peu plus libéré de cette manipulation des forces collectives lorsqu'il aura un peu plus d'énergie mentale et lorsqu'il entrera en contact avec son esprit, ce qu'on appelle ésotériquement le contact supramental. Mais en attendant, l'humain n'a pas des barbites. L'humain se plaît d'en avoir un, mais l'humain est toujours dans la merde. L'humain n'a pas des barbites. Bon, si l'humain n'a rien des barbites, ben les Russes, ça fait longtemps qu'il y a les États-Unis, puis les États-Unis auraient l'URSS. L'humain n'a pas des barbites. Bon, l'Allemagne aurait gagné, puis la France aussi. Il n'y a pas de les barbites. Les Allemands voulaient vaincre, les Français voulaient vaincre, puis les deux n'ont pas vaincu. Ben c'est ça, il n'y a pas de les barbites. Et s'il n'y a rien les barbites, c'est autre chose. Celui qui a le sida, là, il a le sida, il veut guérir. Il a les barbites, non, il en meurt. Bon, bien. Hein? Et c'est toujours comme ça. Ah oui, mais si on veut beaucoup, il y en a plein qui veulent beaucoup, qui meurent. On parle juste de ceux qui veulent beaucoup puis qui réussissent quand même. 1 sur 10 000, à force de volonté, c'est guéri du cancer. Mais qu'il aurait voulu ou pas, il serait guéri du cancer pareil parce que ça ne le regardait pas, le cancer. Et peut-être les autres sont morts. Ah, il n'y a pas assez de volonté. Ah, il n'y a pas la bonne technique. Ah, ils n'ont pas lu le bon livre. Ou etc. Non, mais des raisons. Est-ce que ce contact peut m'apprendre quelque chose qui serait utile? Premièrement, il faut comprendre que le phénomène de l'utilité, c'est quoi? C'est fortement possible qu'une conférence ne s'adresse pas à une personne. Pas parce que la conférence n'est pas adéquate, parce que la personne n'est pas dans une affinité vibratoire avec une conférence. La personne qui vient à une conférence où on parle de la peur et qui se demande est-ce que la conférence peut m'apprendre quelque chose, mais qu'elle fasse une introspection, elle va se rendre compte que la peur vient effectivement des désirs. Si vous n'avez aucun désir, de quoi avez-vous peur? Dites-moi. La personne peut dire oui, mais je peux avoir des désirs sans avoir peur. Elle aura des frustrations. Première expression égoïque de la peur. Elle aura de l'inquiétude. Deuxième expression égoïque de la peur. Et si elle continue sa vie, elle aura de l'angoisse à un moment donné. Et instantanément, elle s'en va sur l'auto, elle conduit, dès qu'il se passe quelque chose, elle a peur. Elle désire. Elle ne veut pas d'accident. Elle veut vivre des conditions sans accident. Elle aura peur des accidents. Alors, la personne qui est dans la salle et qui va dire c'est de la théorie, oui, c'est sûr que si elle ne dit pas la peur présentement, mais ça, elle peut me rencontrer après la conférence, puis je peux lui faire peur en masse. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien dit que le phénomène de la peur, ce n'était pas lorsqu'on avait peur qu'il fallait commencer à étudier la peur. Tu sais, commencez pas à vous droguer pour analyser comment on peut faire pour arrêter de se droguer. C'est pas le temps. Celui qui veut aider les drogués, c'est celui qui ne se drogue plus, pas celui qui se drogue. Pas celui qui veut s'en sortir, celui qui s'en est sorti, ou celui qui n'a pas commencé. L'être humain qui n'a pas peur n'a pas de désir. L'être humain qui n'a pas de désir et qui n'est pas relié à son intelligence est un légume, une loque humaine, un zombie, est mort-vivant. Ce que vous n'êtes pas. On a fait beaucoup de conférences sur la manipulation. On va en refaire d'autres de toute façon. On a fait un paquet de conférences sur un paquet de choses. C'est sûr qu'une personne qui vient pour la première fois, qui rentre dans un cadre où ce que je ne peux pas de vous répéter, parce qu'il y a quand même des personnes qui viennent, disons, pour la 2, 3 ou 4e fois, ou même pour la 55e fois. Il faut bien comprendre, premièrement, qu'il y a un vocabulaire neuf, il faut s'adapter.
Il y a une énergie suffisamment violente. La semaine dernière, on a expliqué de quelle façon on pouvait transmettre de l'amour dans une conférence, ce que je ne veux pas faire pour la simple raison qu'on bâtit des maîtres de cette façon-là, tandis que moi, on m'aime pas plus qu'il faut. Alors, ce qui fait que c'est pas trop pire. On garde l'illusion qui est plutôt réelle qu'effectivement, il n'y a pas trop d'attachement, ce qui permet aux humains d'être libérés et de ne pas avoir à remercier, ce qui est mauditement mieux. Conservez vos énergies pour vous autres mêmes. La personne qui veut savoir si ça peut lui être utile, bien, elle n'a simplement qu'à cesser d'intellectualiser. Mais même si elle intellectualise, veut pas, à un moment donné, elle va vivre la peur qu'il y a des choses qui vont lui revenir, puis ça va lui être utile de toute manière. Instantanément en soi, pas nécessairement, elle n'a pas assez peur. Il y en a qui sont venus parce qu'ils vivent de l'angoisse. Automatiquement, ça devient pratique. Il y en a qui sont venus parce que, bon, ils ne sont venus par curiosité. On appelle ça un désir. Un désir, on a de l'ego. On connaît aussi la peur. Elle n'est pas exprimée, ça ne change rien. C'est comme de dire à quelqu'un, tu as la gangrène et ça te fait souffrir, alors on va couper les nerfs. Souffre plus, puis gangrène. Non, c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est plus là. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est pas là. L'humain connaît la peur, on le sait. C'est pourquoi la publicité et que tout le collectivisme fonctionne. Un être peut être suffisamment transitif pour ne pas connaître la peur. Ça se peut. Mais elle ne pose pas de questions dans le sens de l'intellectualiste, s'il est à ce niveau-là. Parce qu'elle sait faire la part entre regarder une fleur et l'intellectualiser, puis regarder une fleur puis vivre. Vous savez ce que c'est qu'intellectuel? Il découvre la rose avec la géométrie. L'intuitif, le vivant, découvre la rose, soit en observant un papillon, soit en la sentant, soit en tournant autour. Il y en a un qui intellectualise, puis c'est mort. Puis il y en a un qui vit, puis c'est vivant. Est-ce que le fait de vibrer avec quelque chose n'est nécessaire qu'émotif? Veux-tu élaborer là-dessus? Non. Oui, je vais élaborer, mais non. Est-ce que le fait de vibrer avec quelque chose est nécessairement émotif? Le problème chez l'homme, c'est qu'il vit dans un contexte de monde parallèle, c'est-à-dire qu'il y a différents mondes qui sont présents dans le même temps, dans le même espace, mais qui ne sont pas exprimés dans le même espace, même si elles sont présentes. Elles ne sont donc pas perceptibles par les mêmes sens. Le son est présent en même temps que la lumière, dans la même région, mais l'oreille perçoit le son, les yeux perçoivent la lumière. Pas Dieu, pas de lumière. La lumière n'existe pas. La lumière existe pareil, mais pas Dieu. La lumière n'existe pas. Pour l'homme, mais elle existe cosmiquement. Vibrer avec quelque chose, l'être humain, comme l'homme nouveau va être capable de vibrer mentalement avec des choses. J'ai déjà expliqué que l'homme nouveau va même être capable de pleurer. Il va même pleurer beaucoup plus que l'homme ancien, sauf qu'il ne braillera pas. Tandis que l'homme ancien braille beaucoup plus qu'il pleure. Et quand il pleure, il se lamente. Quand il pleure, c'est pourri. Puis astral, automatiquement, il aura des réactions qui vont exprimer physiquement une harmonie. Ce que l'être humain pourrait appeler une supra-amour ou de l'amour cosmique, mais pas un amour coloré par le désir. Pas un amour qui choisit ce qu'il va aimer et ce qu'il n'aimera pas, un amour qui est sélectif. L'homme nouveau ne connaît pas ça. Et rentrer en vibration avec des choses, ce n'est pas nécessairement émotif. C'est un sentiment. Le sentiment n'est pas une émotion. Lorsque le sentiment est égoïsé, astralisé, amifié, et lorsque le sentiment, on veut qu'il se répète, ça devient de l'émotion. L'émotion, c'est l'expression parfaite d'un sentiment qui a été tué. Lorsque, un jour, j'avais un conférencier qui était ici, il s'appelle Alexandre Lachance, 84 ans, 85 maintenant. Alors, il y a une personne qui, quand même, a un certain âge, et il fait une conférence, c'est un bon grand-père. Il y a beaucoup de gens qui venaient juste pour ça. Même, ils n'écoutaient même pas ce qu'il disait. Ils trouvaient fabuleux qu'il arrivait encore à parler. Ben, il y a du gens qui venaient pour ça. Et ces gens-là, lorsque la conférence est finie, Alexandre, après 2 heures, voulait se reposer. Il descendait la plateforme et puis là, il y avait une quarantaine de personnes qui l'entouraient. On le tétait. C'est ça, être en résonance émotive. C'était de l'émotion. Pourquoi ne pas se servir simplement de la vibration du charisme dégagé par le conférencier pour pouvoir, ça c'est le sentiment, on le perçoit et c'est parfait. Laissez-vous, non, l'aimez-vous. Laisse faire, vis ce qui se passe. Mais là, Alexandre s'en allait, là. Fait que là, oui, mais là, ça devenait une émotion. Là, on l'aimait. On voulait y parler, il serrait la main, il disait bonjour, le tété.
Alors moi, je devais traverser les personnes, prendre Alexandre et lui dire, Alexandre, un téléphone t'attend. Mais après plusieurs dimanches de conférence, il y a des gens qui voyaient bien qu'à tous les dimanches, il y avait un téléphone qui l'attendait. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, sais-tu, t'es méchant de nous l'ôter? J'étais suffisamment évolué pour ne pas leur donner un coup de poing dans le visage. Mais Alexandre était, tu sais, vous le tuez. Vous l'aimez, hein? Vous allez l'aimer jusqu'à sa mort, vous allez le voir quand il va être mort, vous allez l'oublier. Laissez-le en paix. La résonance émotive, la résonance mentale du sentiment, émotivisé fait que l'humain, justement, aime, puis souvent tue ce qu'il aime. L'empêche de vivre, l'empêche d'être libre. Le problème, comment discerner? Vous avez des résonances, vous avez des résonances vibratoires, il n'y a aucun problème. Lorsque vous voulez que cette résonance vibratoire se poursuive dans le temps, c'est de l'émotion. Là, il y a un problème. Parce que vous allez empêcher la chose de se transformer. Vous allez empêcher la vie d'avancer. Vous ne voudrez plus que. Voir une fleur, c'est extraordinaire, on peut vibrer avec. La fleur fan, ben c'est tout. On ne veut pas continuer à vibrer avec. On voudrait que... Ça, c'est l'émotion. Puis là, on souffre. L'amour, c'est pas souffrant. Ce que l'homme appelle l'amour n'est pas de l'amour, on a déjà parlé de toute façon. Alors non. Alors, qu'est-ce qui est vibratoire? Qu'est-ce qui est vibratoire, mais pas nécessairement émotif? Sauf que si on veut que ça se poursuive, c'est automatiquement émotif. Si j'ai peur d'une situation, je dois être mental et raisonné, ne plus être émotif. Mais cela équivaut à penser et réfléchir. Comment peux-tu dire qu'on doit arriver à ne plus penser et qu'on doit raisonner pour voir clair? Bon, je n'ai pas dit ça. Bon, si j'ai peur d'une situation, un exemple, vous êtes sur la route et puis l'auto s'en va un peu tout croche sur la glace et puis il y a quelques fossés, là, puis ambulance qui vous attend, puis bon. Alors, on a peur. Est-ce qu'on ne doit pas être émotif? Bien, cet émotif, vous allez vous crisper après le volant puis vous allez attendre. Bon, ça finit là. Si on est émotif et en même temps mental, on va se crisper, on va venir raide, puis on va en même temps essayer de faire de quoi? Sauf que vous devez tourner le volant. Musculairement, ça demande de l'énergie. Et comme vous êtes en même temps stressé, bien, vous devez lutter contre la tétanisation de vos muscles, ce qui ralentit énormément votre action, vous rendant inefficace un peu plus et ce qui vous épuise un peu plus. Il y en a qui ont été suffisamment stressés, qui ont mal dans le dos, qui ont des tendons étirés, des muscles étirés, qui ont des choses qui sont passées. Bien, c'est ça, ils ont été un peu trop stressés. Ça, c'est l'émotion, c'est la peur. Ce que je dis, ce n'est pas de réfléchir, tu n'es pas dans ton auto. Être vivant ne demande pas la réflexion. L'homme nouveau ne réfléchit pas, il ne pense pas. Il sait. Il exprime. Soit dans l'action, soit par la parole. Soit par les deux. Il exprime. Alors, on s'en vient, il y a de la glace, et puis l'auto se met à déraper. La peur ne sert à rien, parce que la peur, ça ne va rien changer. La peur, elle peut nuire, mais elle n'aidera pas certains. Réfléchir, bon, qu'est-ce que laisse faire, c'était refoussé. Il faut à réfléchir. C'est comme si on vous lance une balle de baseball vers le visage. Réfléchissez pas. Attrapez-la ou tassez-vous. Si vous avez peur, vous allez hésiter. D'où perte d'efficacité. Si vous raisonnez, vous n'hésiterez pas. Mais elle doit vous frotter le nez après. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'attraper. On appelle ça être vivant. Être vivant, c'est l'apanage de l'énergie mentale qui ne demande pas. L'énergie mentale permet à l'être humain d'arriver à légiférer un peu sur sa vie dans des conditions de projection dans le temps. L'avenir. Demain, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que l'être humain qui est mental n'a pas ce contact encore parfait avec l'intelligence instantanée, donc il ne sait pas. Il y a beaucoup d'individus qui, à un moment donné, se sortent d'un problème qu'ils n'ont jamais connu, comme ça. Ça sort tout seul. Après ça, hey, hein, je comprends pas comment j'ai fait, mais en tout cas, une chance que... C'est ça. L'ego ne peut pas comprendre, l'ego n'a pas expérimenté l'intelligence instantanée. Et parce qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir peur, elle n'a pas eu le temps d'être émotif, elle a agi. Elle n'a pas mentalisé le phénomène. En pleine action, on doit être vivant. Le mental est créé par l'ego, par de l'astral. C'est extrêmement utile parce que le mental est le dernier palier planétaire qui permet le contact avec l'intelligence supramentale. Dans le début, on intellectualise. Ça, c'est le mental assujetti à l'ego. Qu'est-ce que c'est l'intellect? L'intellect, c'est lorsque l'ego a des désirs et il force la partie mentale à légiférer, coordonner des choses pour pouvoir donner une résultante qui va plaire au désir. Vous avez peur? Fabriquez des armes. Vous voulez jouir? Ouvrez des sex shops. Vous voulez faire telle chose? Vous les ennuyer? Fabriquez-vous des vidéos, la télévision, des radios.
L'intellect, l'émotion ne peut pas créer des choses comme ça. L'émotion va créer de la peinture, mais elle ne créera pas la substance pour peindre. L'émotion va créer des cadres, des peintures comme ça, mais elle ne pourra pas inventer la texture pour faire le cadre. Elle ne pourra pas inventer des différentes choses. L'intellect va inventer ça pour permettre à l'émotion de s'exprimer. L'intellect, c'est le mental assujetti par l'ego. Je veux m'exprimer. Alors, tu te mets à réfléchir, tu fonctionnes. L'intellectuel, c'est celui qui jouit de la création de son intellect. Donc, il émotivise son intellect. Lorsque l'être humain devient mental, il n'a plus d'intellect, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, il n'est plus assujetti à son ego. Il a peur, il ne fabriquera pas d'armes. Il sait que lui n'a pas peur, mais que l'ego a peur, et automatiquement, il va être capable de légiférer son ego pour qu'il cesse d'avoir peur. Il va lui dire, petit, le Dieu tant attendu, c'est moi. Et fiche-moi la paix, puis laisse-moi sortir de mon œuf, là, puis après, ça va t'aider. OK? Essaye de refermer la coquille sur ma tête de peur de voir le Dieu. Parce qu'il préfère voir la religion, l'œuf. OK? Bon. Alors, à un moment donné, le mental devient suffisamment puissant que là, il va placer l'ego. J'appelle ça, moi, l'instruction de l'astral. Et à un moment donné, vous allez être capable de vous instruire. C'est comme ça que l'être humain transitif finit par se dissocier complètement de la peur de l'ego. Il ne se prend pas au sérieux. Il ne se prend pas pour un Dieu. Il se prend pour ce qu'il est. Dans ton bouquin, La différence, tu parles de l'homme nouveau et de l'être nouveau. Quelle différence fais-tu entre ces deux termes? Très bonne question. La différence que je fais, aucune. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous écrivez un livre, il y a un bonhomme à un moment donné ou une secrétaire qui doit prendre le texte puis le rentrer dans une photocomposeuse. Et puis elle a étripé je ne sais quoi. Alors la prochaine réédition, le mot être va être changé par homme. Et c'est une erreur d'édition. Est-ce que c'est possible qu'un homme ancien peut devenir un homme nouveau sans passer par la transition? Oui. Le phénomène de l'homme transitif, c'est un phénomène qu'on peut constater. Mais une personne peut instantanément passer de l'homme ancien, de la femme ancienne, à l'homme nouveau, à la femme nouvelle. Instantanément. Un peu plus vite que ça. Le seul phénomène qu'il y a, c'est que lorsque l'on dit ça, il y a un paquet d'égos qui se disent « Ah oui, bon, c'est ça que j'ai fait, moi. » Alors, si c'est ça que tu as fait, puis que tu en es tout content, c'est que c'est pas ça que tu as fait. Parce que l'homme nouveau se prend pas au sérieux, fait qu'il se fout royalement de savoir s'il est passé ou pas passé, ça n'a aucune importance. Le phénomène de l'homme nouveau, le concept lui-même, on en parle pour communiquer les énergies. On pourrait aussi bien parler de la corde à linge puis de vitesse du vent à travers les barreaux de chaise. Sauf qu'il n'y aura pas personne pour écouter ça. Parce que l'ego de l'humain recherche d'autres choses. Conférence sur le sexe, ça pogne. Aller voir Boy George ou aller voir le hockey ou le baseball, ça pogne, c'est pas cher. Mais venir à une conférence qui n'ait plus axée sur la mécanicité même de l'homme, c'est toujours un peu cher, pour ne pas trop le temps. Bon. Est-ce qu'il est possible à un homme ancien de devenir un homme nouveau? C'est bien évident pour la simple raison que l'évolution n'est pas régie par l'ego. Sauf que l'ego, lui, va vouloir devenir l'homme nouveau. C'est ça qui crée l'homme transitif. Le temps où l'ego va apprendre à se fermer le caquet, à s'effondrer, à devenir humble, le temps où l'ego va apprendre à être humilisé pour s'en remettre plus au mental, qui lui a la faculté, sans émotion. Donc, il ne pourra pas haïr ou aimer ou détester ou avoir peur ou être jaloux, etc. Le mental qui a la faculté d'avoir des sentiments, de percevoir la résonance immédiate d'un événement, mais sans l'émotiviser, va être capable de recevoir le contact avec son esprit sans le colorer par l'émotion. Tu es assis dans ta petite chambre, devant ton hôtel, d'un coup, Dieu vient te parler. Regarde-y bien à face, tu es un blanc, Dieu est blanc. Check bien, tu es sûr. C'est ça, émotiviser l'intelligence. C'est ça, émotiviser l'intelligence. Quand que l'homme a été le maître du patriarcat sur notre planète, les dieux ont toujours été désignés masculins. Les anges étaient androgynes. Enfin, on leur a toujours mis une robe, puis on leur a jamais mis de barbe. Fait qu'on prétend qu'ils sont androgynes. Mais les dieux noirs étaient noirs. Les dieux jaunes étaient jaunes. Et les dieux blancs étaient blancs. Aujourd'hui, vu que l'être humain mentalise, il y a une évolution améliorative au-delà de ce que la religion peut permettre, il finit par prétendre, oui, mais Dieu n'a pas de couleur. Aujourd'hui, parce que l'humain évolue, les dieux évoluent au même rythme que les hommes.
passer d'un plan à l'autre, il n'y a aucun problème si l'ego ne s'en mêle pas. Le problème, c'est que l'ego est essentiel pour pouvoir créer le désir. Le désir étant créé, automatiquement, ça engendre la peur qui va engendrer la prudence chez l'homme. Ce désir engendre le fait que l'humain veut des choses. Voulant des choses, il se frappe le nez contre la vie, alors il vit des désillusions. Vivant des désillusions, il essaie de légiférer son expérience, créant l'intellect. Au plus il s'en remet à l'intellect, plus il dynamise l'intellect, créant le plan mental. Le plan mental créé, l'humain reste l'homme ancien. Le mental peut entrer en contact avec l'intelligence instantanée, ce qu'on appelle le plan supramental, et automatiquement, si l'ego accepte d'être humble, lorsque l'ego parle, il va dire « ce n'est pas moi qui parle, c'est mon père, ou c'est mon Dieu, ou c'est une intelligence supérieure, ou c'est quelque chose. » Et si on demande à l'homme nouveau « est-ce que tu es connecté à une intelligence supérieure? » L'homme nouveau va répondre « non. » Je peux te répondre égoïquement. Je ne suis pas connecté. J'en fais partie. Je peux te répondre mentalement. Je ne suis pas connecté, c'est moi. C'est le même être humain qui, s'il répond égoïquement, répond que je ne suis pas grand-chose. Moi, en tant qu'égo, je suis l'égal de vos égaux. Pas grand-chose. J'ai été essentiel pour pouvoir permettre à la fusée d'atterrir. Mais la fusée est plus importante que la plateforme. Alors, la plateforme a son importance, ça va de soi. Mais si la plateforme se prend pour la fusée, ben il n'y a pas grand-chose. Les gars qui vont sortir de la plateforme, ils ne seront pas forts. Les gars qui vont sortir de la fusée peuvent amener quelque chose. Lorsque l'ego apprend à s'humiliser instantanément, et c'est le problème de l'humanité, c'est que ça ne se fait pas comme ça. Ça se peut. Ça se peut. On en a quelques rares exemples, puis il y en a aujourd'hui qui vont être comme ça. Ça se peut. C'est extrêmement rare. L'homme a trop d'orgueil. L'homme est manipulé, tu l'as dit. Ceux qui manipulent l'homme à... L'homme est manipulé, pas parce que je l'ai dit. Ceux qui manipulent l'homme à avoir peur, en sont-ils conscients? Si oui, ont-ils peur d'être manipulés? De la même façon, eux aussi. Bon. Il y a une conférence qu'on fait en janvier qui, justement, porte le nom « Satan dévoilé ». Les religions antiques parlent tous d'une phénoménologie satanique. Pas luciférienne, satanique. On en parle de moins en moins pour la simple raison que les forces sataniques, les forces manipulatrices, l'astral collectif, l'astral planétaire, ont de plus en plus d'emprise sur l'évolution apparente et illusoire de l'âme et de l'ego. Même les prêtres ont peur d'en parler. Lorsque je dis que Jean-Paul II avait commencé à en parler un petit peu, il a fait frémir beaucoup de prêtres. Comment Satan, ça marche encore? C'est une condition essentielle, c'est l'évolution même de l'homme, c'est ce qui manipule l'humain. La religion catholique, c'est qui d'ailleurs l'une des plus connues ici, n'est-ce pas, qui est une des très puissantes sur la planète Terre au niveau de l'intelligence transmise d'une façon ajustée et colorée par ces livres, comme d'autres religions aussi ont leur puissance et leur intelligence transmise d'une façon colorée, parle de Satan et demande même dans le Nazarien, lorsqu'il demande dans la prière, ne nous soumet pas à la tentation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tentateurs. Hein? On a les barbites. Satan, oh non! Satan, l'atmosphère, Satan. Puis regardez quelle est l'atmosphère sur la planète. Elle n'est pas tendue. Satan. La collectivité peut porter différents noms. L'homme est manipulé, tu l'as dit. Ceux qui manipulent. Satan n'est pas une personnalité qui comme toi, ou comme une personne. Non, Satan n'est pas une personnalité comme ça. C'est un phénomène, une condition énergétique. Lorsque j'en ai parlé, mais on va revenir de toute façon là-dessus, lorsque la Coupe Stanley a été gagnée, ben, il y a eu une conscience collective qui s'est étendue comme une traînée de poudre pour tout casser sa rue Sainte-Catherine. Mais c'était tout du monde correct, ça. La Coupe Stanley, on aurait perdu, mais il ne serait pas passé ça. C'est ça, les humains étaient corrects. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Il y a une expérience qui a été faite par des personnes. Une expérience, je la raconte très brièvement, c'est une expérience pour vérifier de quelle façon l'homme normal, de quelle façon vous seriez enclin à torturer les autres. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, dans une université, on a pris des personnes, des étudiants comme tout le monde, très, très corrects, qui ne croyaient pas à ça, la torture, et puis on a tiré au hasard des noms, et ces personnes-là étaient les prisonniers. Bon. Alors, on a créé une condition dans le sous-sol de l'université, et on a fait venir ces prisonniers-là, et puis les autres personnes devaient être les gardiens. Première chose, c'est déshabiller, ils fouillent.
tu les humilies. Hein? Tu dois les rendre un peu plus... tu les humilies pas mal. C'est la condition essentielle pour que le corps devienne un peu réel. Alors, les gardiens qui jouaient le jeu, évidemment, étaient... Bon, on jouait le jeu un peu, tu sais, faisaient comme, mais n'embarquaient pas. À un moment donné, plus ça allait, plus ces gardiens se sentaient un peu puissants à l'intérieur. Et le jeu prenant de plus en plus de consistance, étant donné que le décor était plus ou moins réel, bien évidemment, tu te laisses embarquer. C'est ça la manipulation collective. Ils se plaguent astralement à ce qui existe déjà. Après 2 semaines d'expérience, on a rentré un nouveau prisonnier. C'était pas prévu pour les gardiens. C'est le professeur de psychologie qui checkait ça. Le nouveau prisonnier qui rentre, bien évidemment, lui avec, il passe à la fouille, mais lui ne veut pas embarquer dans le jeu. Alors, il décide qu'il ne mange pas. Il ne veut pas embarquer là-dedans. Il veut s'en aller. Là, les gardiens ne veulent pas qu'il parte. Oh, un instant, mon petit, tu vas jouer le jeu. Tu as voulu embarquer, tu vas jouer. Il ne mangeait pas. Les gardiens ont décidé que personne ne mangeait tant qu'il ne mangerait pas. Donc, tous les prisonniers ont tapé sur le nouveau. C'est ça, la torture, elle commençait là. Mais c'était du monde bien correct, ils ne croyaient pas. Et puis, à la fin, les gardiens n'ont pas le droit de frapper les prisonniers. Mais lentement, cette règle est apparue. Les gardiens l'ont décidé. Pas frapper fort, mais on a le droit de les bousculer puis de les pousser parce qu'ils n'écoutent plus. Puis lentement, on les privait de nourriture, on salissait leur prison, on les interdisait d'aller aux toilettes pendant 2-3 jours de temps. Donc, lentement, les prisonniers commençaient à être un peu croches. C'était un jeu, mais là, ils ne jouaient plus parce que les gars commencent à embarquer. Les gardiens étaient de plus en plus draconiens. Et quand on a voulu cesser la condition, ils ont vécu une dépression. Ils perdaient leur puissance, leur autorité. Ils étaient effectivement, comme tous les pays qu'on a, où Amnesty International veut opérer, pour empêcher les tortures, ben, ils étaient devenus des tortionnaires. Mais c'est du monde normal qui, manipulé d'une certaine façon et relié à une conscience inconsciente collective, deviennent ce qu'on attend qu'ils deviennent. On prend n'importe qui d'entre vous, on le rentre dans l'armée pour on en bâtit un tueur. Celui qui est suffisamment... Évidemment, lui-même va dire non, non, non. Mais c'est pourquoi que le professeur a fait l'expérience. Lui n'y croyait pas et il voulait étudier de quelle façon le tortionnaire apparaissait dans un pays. Alors, on a fait l'expérience, personne n'y croyait. C'est pour ça que tout le monde a dit oui, parce que si le monde y aurait cru, les gars qui étaient prisonniers, s'ils auraient su que les autres seraient devenus des tortionnaires, le jeu aurait été là. Personne n'y croyait, ni d'un bord ni de l'autre. Quand l'expérience a été finie, c'était sale, pas mal sale. Alors, c'est toujours le même phénomène. L'humain est manipulé. Par quoi? On va y revenir de toute façon à une conférence ultérieure. On commence le prémisse de cette conférence avec la semaine prochaine, justement, si la religion est un tremplin ou un frein. Il y a des choses intéressantes en maudit dans les religions. Lorsque l'humain veut s'en échapper, il quitte l'absurdité de la religion et il quitte en même temps l'intelligence de la religion. C'est un problème. Ou tu es tout dedans ou tu es tout dehors. Il y a un ajustement à faire. Manipulé par qui? La chose qui manipule l'homme, est-ce qu'elle est consciente? Tout ce qu'elle a, elle, comme conscience, c'est qu'elle a besoin de l'énergie de l'homme. Elle se nourrit, elle aussi. C'est de la mémoire. Mais elle ne sait pas plus que ça. Voilà. Est-ce que l'homme nouveau peut expérimenter de situations tout à fait neuves, sans peur et crainte? Exemple, se retrouver dans une jungle comme le Pérou, l'Afrique, le Guatemala. Ben, ça va de soi. Que l'homme nouveau expérimente n'importe quel phénomène comme ça, que ce soit la jungle du Pétain au Guatemala, que ce soit l'Amazonie au Pérou, que ce soit le Kalimandjaro en Afrique, lorsque l'homme nouveau a une vibration particulière à l'accomplissement, pas à une mission, à l'accomplissement de quelque chose, bien évidemment, il y va et il n'a pas de peur qu'il l'habite. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas manquer son coup. Il va se passer ce qui va se passer. C'est ça, voir les choses non émotivement. Alors qu'il monte sur le Kalimandjaro et puis qu'il meurt là, ben c'est ça, c'est comme ça. Qu'il monte là et puis en fin de compte qu'ils ne peuvent pas arriver en haut puis qu'ils redescendent, il n'a pas manqué son coup, il a expérimenté un phénomène. Il a vécu avec la vie et il a servi de condition pour transformer les mémoires akashiques, donc pour induire une nouvelle information au niveau de l'astral. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, ça laisse une trace. Automatiquement, ça vient nourrir les forces sataniques et en même temps, ça nourrit les forces religieuses et en même temps, ça les transforme. Chaque fois qu'un être humain évolue d'un iota, c'est l'humanité qui évolue d'un iota. Chaque fois que l'être humain évolue d'un iota, c'est l'humanité qui évolue d'un iota. L'évolution collective est extrêmement lente parce que ça descend autant que ça monte. C'est pourquoi l'humain doit à un moment donné arriver à avoir une évolution qui va être individuelle à lui. Même là, s'il a une évolution individuelle, lorsqu'il avance, il avance l'humanité. Lorsque l'humanité baisse, lui, il reste où ce qui est. C'est ça l'avantage de l'évolution individuelle. La peur, est-ce l'ignorance et l'inconnu? Et quelqu'un peut-il avoir un doctorat ou une maîtrise et être ignorant
Parce Mais qu'il y a oui! des gens instruits qui ont très peur, euh, ouais, de peu près tout. Est-ce que qu'est-ce qu'un paysan ou un cultivateur, un Indien près de la nature peut avoir un mental très développé, ne pas avoir peur, puis vivre en harmonie cosmique? Bon, non. Est-ce qu'un paysan ou un cultivateur, bon, on passe à l'autre suite, la peur, est-ce que c'est l'ignorance et l'inconnu? La peur, c'est la friction des désirs. Si vous ne désirez pas conserver votre sécurité, vous allez foncer n'importe où. Si vous avez un mental, vous allez foncer là où il y a de l'intelligence à foncer, là où c'est conséquentiel. Il n'y a plus de problème. Quelqu'un peut-il avoir un doctorat, pardon, ou une maîtrise et être ignorant? Le doctorat en mécanique ne montre pas au mécanicien à être médecin. Donc, c'est effectivement le doctorat, c'est simplement qu'il a fait une thèse, qu'il a présenté sa thèse et qu'il a été admis comme docteur. L'instruction la semaine dernière, c'était l'évolution se moque de l'expérience. C'est la réponse parfaite. Celui qui a le doctorat n'est pas nécessairement ignorant. Mais ce n'est pas parce qu'on a un doctorat ou qu'on a un diplôme ou qu'on suit des cours qu'automatiquement on a la transformation mutatoire de l'évolution. Ça ne l'empêche pas, ça peut la rendre plus pénible. Mais ce n'est pas une condition. Ce n'est pas parce qu'on a dit est-ce que tu as ton diplôme de fusionner? Le paysan, le cultivateur, peut-il avoir un mental évolué? Oui, comme non. L'Indien près de la nature peut-il avoir un mental évolué? Jusqu'à date, il n'y en a pas. Pourquoi? Pour la simple raison que, étant donné qu'ils vivent dans un contexte où ils ont tout, ils n'ont pas besoin de désirer suffisamment pour vivre la désillusion du désir. Donc, ils n'ont pas besoin d'énergiser l'intellect pour avoir raison pareil. L'ego sert à ça. Donc, ils n'ont pas besoin de créer une science qui va leur permettre d'avoir un intellect, une mathématique intellectuelle suffisamment élaborée pour finir par avoir un plan mental. Celui qui est proche de la nature est en harmonie avec l'intelligence créatrice de notre planète, sauf qu'il est en harmonie avec la partie vitale de cette intelligence, tandis que l'homme nouveau est en harmonie et avec la partie vitale et avec la partie éthérique extraplanétaire qui a engendré la partie vitale. L'Indien est en harmonie parfaite, il n'a plus bien aujourd'hui, parce qu'on les a fait évoluer. Bon, on est civilisé. Mais l'Indien, de nature, est en harmonie avec la nature, pour la simple raison qu'il est en contact avec le plan vital de la planète, alors ce qui fait qu'il va cueillir, il ne crée jamais de désastre écologique parce que justement, il est en harmonie avec le plan vital de la nature. Il est en harmonie avec la vie. Lorsqu'un enfant naît avec 3 bras, ben, il le met dans une rivière et puis bye-bye. Lorsqu'un enfant naît et puis qu'il a un peu ceci, ben, il le met et bye-bye. Mais aujourd'hui, on ne ferait pas ça, on est civilisé. On va le conserver même s'il n'y a pas d'os, même s'il est flasque. On va s'en servir comme légume, on va expérimenter dessus, ou ben non, on va aller le têter puis broyer devant lui, puis on va attendre qu'il meure, et puis on va avoir souffert toute notre vie. Bon, ça, c'est l'astral de l'homme. Manipulé. Pourquoi? Pour pouvoir souffrir, pour pouvoir le explorer. Mais l'enfant, dans la nature, c'est au niveau de l'énergie vitale. C'est viable ou c'est pas viable? C'est pas viable, tu l'oublies. Et puis on continue. Tu pleures 2-3 minutes parce que tu commences à évoluer au niveau astral, mais après ça, tu continues ta vie. Ce qui te permet de mettre plus de temps aux enfants qui fonctionnent. Parce que j'en ai vu, moi, des naturels, des autochtones, en pleine jungle. Et puis les enfants, ils les aiment plus que bien des humains les aiment. Ça les empêche quand même pas d'éliminer les enfants qui ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir avoir une condition de vie relativement correcte dans le milieu où ils sont. Mais touchez pas à un de leurs enfants, par exemple. Et il n'y a aucun problème. Si l'enfant est pas viable, ils vont vous le donner. Là, ils se civilisent, ils vont vous l'échanger. Mais ça ne les dérangera pas. Mais un enfant qui est en santé, touchez pas à ça. Ils ne chicanent pas, ils ne battent même pas. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, il y a des différences. Le cultivateur, le fermier, le paysan, ben, s'il doit travailler, inventer des choses, il veut améliorer sa culture, il veut améliorer ses affaires, il veut économiser le tracteur, il veut ceci, il veut cela, ben, automatiquement, oui. C'est le même phénomène que celui qui est à l'université ou en sciences. Comment peut-on ajuster son angoisse afin de le contrôler par l'intelligence? L'angoisse, c'est l'espoir soutenu qu'il n'arrivera rien. Non. On espère qu'il n'arrivera rien. Bien évidemment, la friction du bidésir va créer l'angoisse, dans des termes corrects. Tu espères qu'il n'arrivera rien. Hein? Tu ne veux pas qu'il arrive de quoi. Comment arriver à intelligencer le phénomène de l'angoisse? Mais ça demande, tu sais, ça ne sera pas comme ça. L'angoisse va naître chez l'humain
à travers 5, 6, 7, 10 ans, 2 ans peut-être de vie. Alors, ce n'est pas comme ça que tout se règle. L'humain doit donc arriver à fouiller chez lui quels sont les bidésirs. Quel est le désir? Qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il veut qu'il arrive? Pour pouvoir trouver des choses, et l'humain doit lentement mettre des raisons intelligentes sur ses désirs pour pouvoir transformer le bidésir émotif en raison intelligente, donc en désir mental. Ce que vous désirez émotivement n'est pas absurde. Le problème, c'est qu'étant désiré émotivement, ça engendre automatiquement une forme de peur. Alors, prendre le désir émotif, le cerner suffisamment pour pouvoir, après ça, dire, bon, ben, est-ce qu'il y a une raison intelligente à ce que j'aille ça? Et là, ne répondez jamais par l'antagoniste. Pourquoi je veux être en santé? Mais parce que je ne veux pas être malade. Non, mais parce que c'est con d'être malade. Tu te rapproches. Et parce qu'en santé, je peux faire les choses. Tu rentres dedans. Pourquoi je veux vivre? Bien, parce que si je ne veux pas mourir. Oui, mais ça, c'est l'antagoniste. Ça fait partie du désir. Mais parce que la mort me fait peur. Non, c'est la condition que tu expérimentes. C'est pas une réponse. C'est pas intelligent, c'est émotif. Pourquoi je veux vivre? Bien, parce que si c'est la planète vivant, d'avoir une raison. Tu te rapproches. J'aimerais la trouver. Tu pénètres dedans un peu, là. Mais parce que tant qu'à vivre, maudit, autant vivre puis essayer de savoir pourquoi qu'on vit. Dis pas, oui, mais l'humain, les voies de Dieu sont impénétrables. Ben oui, mais l'autruche avec, elle voit pas le soleil quand elle a la tête dans la terre. C'est pas, oui, les voies des photons sont impénétrables. Mais non, c'est toi qui as la tête dans le sol. La terre est impénétrable. C'est les voies de l'homme qui sont impénétrables, pas les voies de Dieu. Et voilà qui s'ouvre à Dieu, il pénètre. C'est Dieu qui ne peut pas pénétrer l'homme. C'est les voies de l'homme qui sont impénétrables. C'est la conscience collective. Lorsque l'humain finit par percevoir son angoisse et qu'il est capable de trouver les bidésirs qui la sous-tendent et qu'il est capable après ça d'essayer d'échelonner des raisons intelligentes, bien, il va voir pratiquement, pas théoriquement, pratiquement un solutionnement à son phénomène. Il n'aura pas le choix. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est une phénoménologie intellectuelle qui essaie justement de donner des réponses à ces bidésirs. Cesse d'avoir peur de ci, il y a ça comme réponse. Cesse de ceci, il y a ça comme réponse. Plus l'humain avance, plus l'humain pénètre ce phénomène religieux, et puis là, les questions reviennent. C'est normal, il faut passer à un autre plan.